Bonsoir à toutes et tous, chers et chers étudiants, chers et chers collègues, mesdames, messieurs. Je suis ravie de vous accueillir ce soir à la 3e édition des Soirées du Politique. Lorsqu'avec mes collègues du département de sciences politiques, de la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'ICP, donc lorsqu'avec mes collègues que je remercie, nous avons réfléchi au thème de l'année, s'est rapidement imposée à nous l'idée de parler de paix. Dans un monde en proie au conflit, à un regain de violence, d'agressivité, il nous a paru important de réfléchir au chemin de la paix. Quels moyens peut-on mobiliser pour favoriser l'avènement de la paix? Le contrôle des armements, le désarmement même, peuvent-ils contribuer à la paix? La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires en est persuadée. Et grâce à sa force de conviction, cette coalition d'organisations non gouvernementales a permis la signature d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, aujourd'hui ratifié, si je ne me trompe pas, par 74 pays. Et bien cette aventure de l'ICAN, donc cette campagne pour l'abolition des armes nucléaires, cette aventure de l'ICAN nous donne espoir, peut-être l'espoir de faire advenir la paix au-delà des armes. C'est la thématique donc, que nous avons retenue cette année, thématique que nous aborderons aussi donc dans nos prochaines séances. Je vous annonce tout de suite la prochaine séance qui aura lieu le 3 février, autour de la question de la bienveillance dans les relations internationales et qui sera assurée par le professeur Frédéric Ramel. Mais ce soir, ce soir donc, nous allons d'ores et déjà commencer à parler de cette thématique. Donc, à travers l'aventure de l'ICAN, à travers l'aventure des négociations pour l'interdiction des armes nucléaires. Et je remercie très chaleureusement Jean-Marie Collin, donc de la délégation française de l'ICAN, d'avoir accepté d'être parmi nous pour nous raconter justement cette aventure qui a permis à l'ICAN d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2017. Un grand merci à lui. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci en tout cas d'être présents. Et moi, j'ai la grande joie d'accueillir Jean-Marie Collin, avec qui nos chemins se sont croisés depuis un bon nombre d'années, parce qu'on partageait les mêmes convictions en matière de désarmement nucléaire, notamment. Et peut-être faut-il le dire, au service, au fond, de la construction de la paix, ce qui est notre objectif en vue du bien commun. Et c'est vrai que c'était particulièrement important, ainsi que Sophie Hénault-Satali vient de nous l'expliquer, de peut-être consacrer cette année, au fond, à explorer les différentes voies de la paix dans un monde qui a accéléré, au fond, la course à l'armement et le recours à l'emploi des armes. Alors, permettez-moi de présenter très rapidement Jean-Marie Collin, qui a eu la gentillesse de nous consacrer cette soirée. Il travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur les questions de dissuasion nucléaire, de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Il a participé à un certain nombre de processus dans cette direction, et en particulier au processus de l'initiative humanitaire de 2010 à 2016, ou encore au processus de négociation à l'ONU du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, pour ICAN France, qu'il dirige à l'heure actuelle, donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Il a auparavant fondé et dirigé plusieurs organisations, toujours dans ce domaine du désarmement nucléaire,
que ce soit la branche française et francophone du réseau des parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire, ou l'association Initiative pour le désarmement nucléaire, l'IDN, dont je souligne au passage qu'elle organise régulièrement des webinaires facilement accessibles via le web. Vous réalisez également de nombreuses actions de plaidoyer, notamment auprès du Parlement français, et en particulier, vous participez actuellement à un groupe de travail sur la mise en œuvre de l'assistance aux victimes des essais nucléaires. Vous savez que c'est une question importante ici en France, étant donné que notre pays, puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité, a finalement réalisé un très grand nombre d'essais nucléaires, que ce soit des essais en sous-sol, en Algérie, dans le Sahara, ou que ce soit évidemment les essais nucléaires sur l'îlot de Mururoa dans le Pacifique. Et année après année, on peut identifier un certain nombre de ces victimes. Et une loi a été adoptée il y a quelques années seulement qui permet de demander à être reconnu comme victime de ces essais et donc ouvrir une voie à réparation. Par ailleurs, vous êtes également chercheur associé au sein du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, qui est un des think tanks connus, un think tank belge, dans ce domaine du désarmement nucléaire. Et vous intervenez également régulièrement, aussi bien à l'École des hautes études internationales et politiques, l'HEIP, qu'à Sciences Po Strasbourg, dans le cadre d'un master sur le développement et la coopération internationale. Et puis peut-être, enfin, je soulignerai volontiers que vous êtes l'auteur de nombreuses tribunes, articles académiques et ouvrages. Je citerai quelques-uns parmi ces derniers, notamment un ouvrage peut-être le plus récent que vous ayez publié, me semble-t-il, qui est un ouvrage en langue anglaise qui présente au fond les armes nucléaires au regard du droit international. Et puis, vous avez aussi commis des ouvrages en 2018, notamment 2013 et 2009, qui, à chaque fois, essaient de décrypter, au fond, l'envers du décor de la bombe nucléaire et d'analyser, au fond, les processus de désarmement nucléaire. J'évoquerai l'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique, ou encore arrêter la bombe, ou encore la bombe, l'univers opaque du nucléaire. Et depuis que vous avez commencé à travailler ces sujets, vous faites énormément de recherches justement pour essayer de développer un argumentaire pour montrer justement cette face cachée du nucléaire. Alors c'est vrai, Sophie Henos-Atali l'a rappelé à l'instant, nous vivons depuis 1945 dans un monde qui connaît la bombe atomique, puis ensuite nucléaire, et qui aujourd'hui permet par ses moyens aériens de transport de projeter cette bombe nucléaire à très rapide vitesse partout sur la planète. Et le constat doit être fait que depuis quelques années, et singulièrement ces derniers mois, nous sommes repartis à l'échelle de la planète et surtout à l'échelle des grandes puissances de ce monde dans une course au réarmement, y compris dans le domaine nucléaire. Au fond, les partisans de l'arme nucléaire, dont fait partie notre pays, la France, ont jusqu'à maintenant fondé leur système de défense militaire sur le maintien de celle-ci, et même, on a l'impression en ce moment, sur son développement, toujours en enracinant cette position sur la doctrine dite de la dissuasion nucléaire. Alors, moi j'ai envie de soulever une question aujourd'hui au fond, mais
Qu'est-ce que ça veut dire de faire la paix avec la bombe nucléaire? Est-ce que c'est faire la paix grâce à la bombe nucléaire ou en pensant aux effets supposés de nos systèmes d'armes nucléaires? Ou est-ce que c'est le constat qu'en fabriquant ces armes nucléaires, finalement, on rend service à des avancées en matière de paix aujourd'hui dans les relations internationales? Ou bien faire la paix avec la bombe, est-ce que c'est aussi finalement, parce que la France détient la bombe nucléaire depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, est-ce que c'est finalement la normaliser parce que c'est devenu une habitude que l'on ne met plus en question, dont on n'a jamais véritablement débattu, et on considère que maintenant c'est une donnée constante de notre monde? Est-ce que ça signifie que l'on met en sommeil nos questionnements, qu'ils soient de nature politique, éthique? Évidemment, ce serait oublier, en fait, les dangers qui se cachent derrière cette arme, les menaces et aussi les fragilités même intrinsèques de cette arme. Au fond, avant de vous passer la parole, cher Jean-Marie, j'ai envie de rappeler peut-être, nous sommes ici à l'Institut catholique de Paris, le dernier état de la doctrine sociale de l'Église catholique, dont il faut rappeler qu'au XXe siècle et au XXIe siècle, les papes successifs n'ont eu de cesse, au fond, de développer la même approche vis-à-vis de l'arme nucléaire, chaque pape renforçant un peu plus la position doctrinale de l'Église catholique à cet égard. Et je m'arrêterai sur notre dernier pape, avant Léon XIV, le pape actuel, en montrant qu'il avait encore franchi un pas de plus que ses prédécesseurs lorsque, ayant choisi un lieu particulièrement symbolique pour le dire, il était à Nagasaki en 2019, il souligne au fond que l'utilisation, je le cite, l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est aujourd'hui plus que jamais un crime, non seulement contre l'homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune. L'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est immorale, de même que la possession des armes atomiques. Donc ici, il va dénoncer l'usage et en même temps la détention des armes atomiques. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va dire, une position qu'il va adopter 2 ans plus tôt, en 2017, où il rappelle, à l'occasion d'un symposium sur le désarmement nucléaire, et là encore, je le cite, « Si l'on considère aussi le risque d'une détonation accidentelle de telles armes, due à n'importe quel type d'erreur, il faut condamner fermement la menace de leur usage, ainsi que leur possession, précisément parce que leur existence est inséparable d'une logique de peur qui ne concerne pas seulement les parties en conflit, mais tout le genre humain. » Et on voit ici qu'à côté de l'usage et de la détention, il ajoute en fait la simple menace de l'arme nucléaire, qui est au fond aux racines même de la doctrine française de l'usage de l'arme nucléaire. Alors, finalement, les questions qui se posent à nous aujourd'hui et que j'ai envie de vous renvoyer, Jean-Marie, c'est comment faire la paix dans un monde où les vulnérabilités nucléaires demeurent et coexistent avec l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Et également, comment parvenir à un véritable débat public et citoyen sur les enjeux politiques
économique et éthique, ainsi qu'humain, de cette interrogation, et en particulier sur la remise en cause de la doctrine française de la dissuasion nucléaire et à l'heure d'une possible européanisation de la bombe atomique française. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, cher Sylvie Bucari de Bontual, de cette invitation. Ça me fait beaucoup de questions à répondre. Ça tombe bien, je crois que je vais pouvoir à peu près y répondre et vous avez fait vraiment une sorte d'introduction à mon introduction. Donc un grand merci. Merci à vous d'être présents ce soir. Je pense que vous avez tous entendu ce 18 novembre les propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon. Je cite, nos soldats tiendront dans leur mission s'ils tentent que le pays tienne avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement, parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et l'expression « perdre nos enfants » a évidemment beaucoup fait réfléchir. Un réflexe sans doute très parental que l'on peut avoir et qui a permis de rappeler que finalement, nous ne sommes plus en paix, ou du moins, si je reprends la formulation exacte du ministre des Armées Lecornu, exprimée en début d'année, nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus en paix. Et en fait, cette petite phrase, elle est à la fois explicite et en même temps, elle nous situe bien dans une sorte de no man's land, une zone qui est comprise un peu entre ces deux États, qui peut évidemment basculer très rapidement d'un côté comme de l'autre. Mais en fait, cette vraie fausse paix, puisque c'est bien comme ça qu'il faut la nommer, elle a été décrite dès 1955 par un certain Paul Ricoeur. Et je cite, « Il se peut en effet que nous soyons plus menacés immédiatement par la guerre, mais par la paix, la fausse paix, et de fait faire face au vertige d'une non-histoire possible. » Et ce que Paul Ricoeur essaye de montrer, est-ce que finalement le ministre Lecornu et ce sur quoi le général Mandon a insisté et qui est passé à peu près à travers l'ensemble des médias qui se sont axés uniquement sur la question des enfants, c'est que en fait toutes ces personnes interrogent notre avenir sur le fait que nous sommes en paix grâce apparemment aux armes nucléaires, mais nous sommes dans un état de guerre permanente puisque nous menaçons, nous, France, et nous sommes menacés par des puissances qui possèdent des armes nucléaires. Tous mettent en œuvre cette stratégie qui se nomme la dissuasion nucléaire. Et c'est donc là-dessus que je vais m'exprimer pendant l'heure qui suit. Alors, je vais avoir un regard particulier vers l'horloge. Alors, pas celle que vous imaginez, en fait, pas l'horloge, mais celle du jugement dernier, la Doomsday Clock, qui calcule le temps qui nous sépare de notre autodestruction. Un mouvement des aiguilles qui est géré par des scientifiques du Bulletin of the Atomic Scientist depuis 1947. Et aujourd'hui, selon eux, et le nouvel horaire sera annoncé fin janvier 2026, nous ne sommes plus qu'à 89 secondes de minuit, l'heure fatidique, l'heure de l'apocalypse. Et cette horloge, c'est bien une métaphore de la proximité de l'humanité avec son propre anéantissement, pour que nos dirigeants politiques et l'ensemble de la société, finalement, prennent bien conscience et agissent pour inverser ce sens des aiguilles. Parce qu'il faut être lucide. Nous sommes bien dans une période complexe que l'on peut nommer d'ensauvagement nucléaire, accompagnée du crise de dérèglement climatique qui seront de toute façon de plus en plus présentes. Mais objectivement, est-ce qu'on a le choix de ne rien faire ? Pouvons-nous accepter de rester dans cette situation de vraie fausse paix où la fin de la société humaine, comme nous la connaissons, peut arriver à chaque instant. Et on a cette obligation d'agir. Et pour débuter véritablement mes propos, je vous propose de regarder, parce qu'il me semble important, de savoir un peu quel est l'état de notre planète nucléaire, pour voir qui sont les acteurs, qui jouent finalement dans ce jeu. Alors vous le savez certainement, quand vous regardez une carte de la planisphère, on a toujours une vision déformée des cartes géographiques. On regarde une carte, on voit toujours que le monde a travers ce qu'on appelle la projection de Mercator, où finalement la taille des États est totalement faussée, puisqu'on a mis en sorte qu'on puisse les voir correctement. Un exemple assez simple, Madagascar a une superficie de près de 600 000 km², et pourtant sur la carte, vous voyez que Madagascar, c'est à peu près la même taille que la Nouvelle-Zélande. Or, la Nouvelle-Zélande est 2 fois moins grande.
Et pourtant, voilà, ils apparaissent de la même taille. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'on a l'habitude de regarder le monde à travers un prisme particulier, un prisme que j'appellerais celui du nucléaire classique, et sur lequel je vais revenir. Mais avant cela, moi, ce que je veux essayer de vous montrer, c'est d'adopter un autre prisme, le prisme dit des désarmeurs. Puisque, selon les Nations Unies, notre planète compte 197 États, observateurs compris, et sur ces 197, en fait, on en a 150 qui n'ont pas d'armes nucléaires, qui n'en ont jamais voulu ou qui ont renoncé volontairement ou parfois sous pression. On peut citer par exemple l'Afrique du Sud, qui a construit un arsenal nucléaire dans les années 70-80 et qui, au début des années 90, a décidé unilatéralement de l'abandonner. On peut penser aussi à des pays comme le Brésil et l'Argentine, qui avaient des programmes nucléaires militaires dans les années 70 et qui, avec l'arrivée de la démocratie, les ont abandonnés. L'Irak et la Libye, évidemment, sous différents types de pression, diplomatiques pour l'un, militaires pour l'autre. Le Kazakhstan et l'Ukraine qui ont réceptionné des armes nucléaires sur leur territoire et qui ont décidé, pour accéder à l'indépendance et par compréhension que ces armes ne leur assuraient pas la sécurité, les ont redonnées à l'URSS, à la Russie, feu l'URSS plutôt. Voilà, donc tous ces États, on en compte une bonne dizaine, qui ont abandonné leur programme nucléaire militaire ou leur capacité nucléaire. Autrement dit, on s'aperçoit qu'on a une écrasante majorité des États de la planète qui refusent cette sécurité qui repose sur cette capacité d'anéantissement. Pour eux, la sécurité, elle repose en premier sur le droit international, le combat contre la non-prolifération nucléaire, la mise en œuvre du désarmement nucléaire et la diplomatie comme outil de prévention des conflits. Ils refusent de fonder cette sécurité sur une assurance mort. Et beaucoup d'ailleurs considèrent que l'arme nucléaire en soi, c'est l'obstacle majeur finalement à la construction d'un ordre international différent. Enfin différent, en fait c'est plutôt celui de la Charte des Nations Unies qu'il voudrait arriver à constituer puisqu'on s'aperçoit que malheureusement cette charte n'est pas ou peu respectée. Un autre élément pour montrer que ce prisme des désarmeurs est fort, c'est que le monde est structuré en zones exemptes d'armes nucléaires. On le sait peu, mais c'est un concept qui remonte au milieu des années 60 et qui implique volontairement, là aussi c'est fort quand même, pour un certain nombre d'États, de renoncer aux armes nucléaires, engendrant de fait une plus grande sécurité internationale et donc une absence de risque de prolifération nucléaire. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, vous avez 5 zones qui recouvrent aujourd'hui les 2 hémisphères de couleur jaune. On a aujourd'hui en plus un État exemple d'armes nucléaires, c'est la Mongolie également. Et puis on peut aussi rajouter à ça, évidemment, l'Antarctique, qui est une zone dénucléarisée et démilitarisée depuis 1959. Et également l'espace extra-atmosphérique, la Lune, les corps célestes et les fonds marins en raison de différents traités. Donc vous voyez, sous ce prisme désarmeur, le constat est clair, le monde, dans sa grande majorité, ne veut pas de ces armes. Maintenant, évidemment, on va aller voir l'autre prisme, le prisme nucléaire classique, que vous connaissez certainement, où on n'a que 9 États, c'est toujours trop, mais on n'a que 9 États. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui est immensément grand, donc ça donne une sensation maximum, c'est la Russie, qui dispose d'armes nucléaires. Ensemble, ils se partagent, ils détiennent un peu plus de 12 000 armes nucléaires. Et dans ces 12 000, il y en a 2 000, un peu plus de 2 000 qui sont en état d'alerte permanente. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à maintenant, alors je vous parle, 18h35, on a un sous-marin français, pour rester dans le cas de la France, c'est ce que je vais faire pendant ces prochaines minutes, qui a la capacité d'envoyer 16 missiles balistiques, à peu près une centaine d'ogives nucléaires, en direction d'États comme la Russie, la Chine ou pourquoi pas la Corée du Nord, puisqu'on dit qu'on a une capacité nucléaire dite tout azimut. Ça, c'est une réalité importante à avoir en tête. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien moins d'armes nucléaires qu'au milieu des années 80. 12 000 aujourd'hui, c'est trop évidemment, mais au milieu des années 80, on était à un peu plus de 70 000. Ce qui montre aussi, c'est important de le noter, qu'on a une capacité, on sait faire du désarmement nucléaire. Alors cette diminution elle a été due par la fin de la guerre froide, évidemment, par de nombreux traités bilatéraux entre les États-Unis et la Russie URSS, puisque c'est eux les 2 plus grands détenteurs d'armes nucléaires, et par une amélioration qualitative des armes, rendant inutile une quantité astronomique d'armes. Le problème aujourd'hui, c'est que cette baisse,
elle est terminée. On vit vraiment la fin de la diminution des arsenaux mondiaux et la raison, là aussi, est assez simple. Tous, je dis bien tous, États démocratiques ou autoritaires, modernisent, renouvellent, renforcent leurs différents systèmes d'armes. Un point vraiment clé dans cette intervention que je réalise ce soir, c'est que vous devez bien comprendre que ce processus de modernisation et de renouvellement des arsenaux nucléaires, il n'a pas débuté en février 2022. Il n'a pas débuté non plus en 2014 lors de la première invasion de l'Ukraine par la Russie. Tous ces États ont pensé dans la décennie 2000 et ont mis en œuvre à partir de la décennie 2010 ces processus de modernisation et de renouvellement des arsenaux nucléaires. Hormis l'Iran aujourd'hui, dont on a une interrogation du fait d'un programme nucléaire civil qui apparaît étrangement important, du fait aussi d'une capacité de pouvoir éventuellement transporter des charges nucléaires, puisqu'ils sont concepteurs de différentes fusées. Hormis l'Iran, on ne connaît aucun État, ou aucun État en tout cas, n'interroge sur un programme nucléaire militaire. Et c'est important là aussi de l'avoir en tête. Alors évidemment, on va essayer d'avoir un regard sur la France, puisque c'est notre État, c'est là où en tout cas on vit. Et la France est donc le seul État de l'Union européenne, depuis le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, à posséder des armes nucléaires et qui a engagé depuis le début de la décennie 2010 ce fameux programme de modernisation et de renouvellement des arsenaux nucléaires. A été annoncé il y a quinzaine de jours, 3 semaines maintenant, la mise en place des nouveaux missiles M51.3, donc une troisième version de ce missile, dans les sous-marins. Et donc cette version-là a été préparée dans les années 2010, mise en œuvre à partir de 2014, et aujourd'hui elle arrive. Tout comme le missile ASMPA-R, qui est un missile pour les avions. Et donc ce processus de modernisation et de renouvellement, aujourd'hui, véritablement, est en cours. Et a clairement une volonté, pour la France comme pour toutes les puissances nucléaires, c'est de renoncer à ses obligations liées au désarmement nucléaire. C'est de conserver de façon pérenne les arsenaux nucléaires. Pour l'anecdote, depuis 2022 a débuté le financement et la construction de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc ceux qui sont capables de lancer des missiles nucléaires. 4 de ces sous-marins doivent être construits dans les prochaines années, ils commencent donc encore une fois à être financés. Ils vont arriver respectivement en 2035, 2040, 2045 et 2050. Vous voyez, dans 25 ans, le dernier arrivera. Ils vont naviguer, comme il a été indiqué par la ministre Parly, jusqu'en 2090. Donc vous l'avez compris, le sous-marinier de 2090 n'est évidemment pas né, ni ses parents, ni ses grands-parents d'ailleurs. D'autre part, cette vision implique évidemment que la possession d'armes nucléaires est jusqu'à cette date le seul scénario qui doit exister et qui doit être mis en œuvre. Vous l'observez également sur ce graphique, le coût ne cesse d'augmenter, ce qui devrait interpeller à l'heure où on recherche des milliards pour d'autres besoins, qu'ils soient à des fins militaires conventionnelles ou environnementales ou sociales. Important de noter, c'est que ce coût, c'est le minimum officiel. On sait qu'un certain nombre de coûts ne sont pas compris dans la possession des armements nucléaires. Donc là aussi, ça pose une question, en tout cas en termes de démocratie. Et on l'a mis en euros par minute, histoire de se représenter un peu plus ce que c'est, parce que 7 milliards ou 53 milliards, évidemment, c'est un peu complexe. 14 600 euros, on a une idée de ce que cela peut représenter. Enfin, bien évidemment, et j'y reviendrai avec grand plaisir dans le cadre des questions-réponses, il ne faut jamais oublier que si la France possède aujourd'hui 300 armes nucléaires, c'est parce qu'elle a réalisé un total de 210 explosions nucléaires en Algérie et en Polynésie française, provoquant des conséquences humanitaires, environnementales, catastrophiques et des changements radicaux dans la vie sociétale de ces différentes populations. Donc comme vous l'avez compris, en changeant de prisme, on change notre compréhension du monde nucléaire. Et la compréhension, c'est vraiment la clé de ce sujet. C'est mon second point. Une compréhension qui doit passer par une réappropriation des mots pour comprendre de quoi l'on parle. Et le langage, c'est vraiment une arme décisive pour décrire la réalité des armes nucléaires. L'usage des bons mots permet de faire évoluer les consciences, ou en tout cas de s'interroger sur la nécessité d'agir pour ce fameux désarmement nucléaire. D'ailleurs, vous avez cité le pape, et je vais le reciter, mais là je vais citer le pape François, qui a souligné dans une correspondance adressée au journal italien Corriere della Sera il y a quelques mois,
Nous devons désarmer les mots pour désarmer les esprits et désarmer la terre. En soi, ça résonne un peu comme une vérité de la palisse, de dire que les mots ont un sens. C'est un minimum, heureusement. Et leur emploi, évidemment, qu'ils guident notre compréhension du sujet. Je vous prends un exemple. Le Guardian, ce journal britannique, a décidé depuis 2019, par exemple, de changer son vocabulaire pour décrire plus précisément les crises environnementales auxquelles le monde est confronté. Donc c'est tout un vocabulaire qu'il a décidé de faire évoluer, tel que l'expression changement climatique a été transformée par urgence climatique ou crise climatique. Objectif, traduire la gravité à laquelle l'humanité est confrontée et non montrer une sorte de simple évolution de son climat. Et donc, il est essentiel d'avoir en tête qu'on parle d'armes de destruction massive quand on parle d'armes nucléaires. D'accord ? L'arme la plus puissante, la plus destructrice créée par l'être humain depuis 1945, qui, comme l'écrira le philosophe Günther Anders, ce que nous devons craindre, ce n'est pas seulement la fin de l'humanité, mais la fin de toute mémoire possible. Entre le 16 juillet 1945 et le 3 septembre 2017, un peu plus de 2054 explosions nucléaires ont été réalisées. Le mot explosion a été éliminé du vocabulaire militaire et même diplomatique à partir du milieu des années 70 pour être remplacé par un terme, celui qu'on entend tous, le mot essai. L'expression essai permet de communiquer auprès du grand public finalement un imaginaire plus neutre, plus scientifique et surtout ça efface la notion de peur, de danger, de destruction, ce à quoi renvoie l'imaginaire évidemment de ce mot explosion et donc des réalités, des conséquences. Dans ce jeu du langage, les Français ne sont pas trop mauvais, puisqu'on a publié en 1973 un livre blanc sur les expériences nucléaires. Là aussi, on aseptise au maximum. Un document qui affirmait d'ailleurs l'innocuité des explosions nucléaires, écrivant textuellement que la technique de tir utilisée est particulièrement propre. Les Polynésiens et les populations du sud du Sahara en savent véritablement ce que c'est. Idem, on peut observer la disparition de l'expression anticité à partir du livre blanc de 1994, au profit de l'expression centre de pouvoir. Il est vrai qu'on sait très bien que ces centres de pouvoir économiques, institutionnels, culturels se trouvent en plein milieu du désert, très loin de toute ville. Évidemment, ceux-ci sont au cœur des villes. Le but est toujours le même, faire accepter finalement à l'opinion publique que le développement de programmes nucléaires militaires. Dans cette volonté de se réapproprier les mots, notre campagne, mais on n'est pas tout seul, bien évidemment, puisque une campagne d'ONG, elle peut aller devant l'ONU manifester, enfin objectivement, on ne manifeste pas très longtemps devant l'ONU en général. On a besoin des États et on a besoin aussi du CICR, le Comité international de Croix-Rouge, et tous ensemble, à travers justement cette initiative humanitaire qui est née en 2010, on a décidé de mettre en avant une phrase, une expression qui est la conséquence humanitaire catastrophique des armes nucléaires. Cette phrase, elle marque un changement de paradigme dans le discours sur les armes nucléaires, très, très clairement depuis 2010, parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur l'humain et non sur la stratégie. Et donc, cette phrase fait partie du langage du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. D'ailleurs, c'est bien à ce titre que la France refuse de l'utiliser. Elle préfère parler de dommages inacceptables. Et donc, clarifier la communication, c'est un enjeu clé et il est temps de redonner un vrai sens aux mots employés dans les discours sur les armes nucléaires. Ça permet de questionner, ça permet de réfléchir et tout ce qui entoure ce système d'armes. Et dans cette ambition, c'est pour cela que nous devons non plus parler de dissuasion nucléaire, mais nous devons parler de théorie de la dissuasion nucléaire. L'ajout de ce nom est une nouvelle révolution dans le débat sur les armes nucléaires. Et je me demande si... Voilà, là, ça a disparu. Donc c'est pas grave, on va poursuivre. Et donc, avant d'aller sur ce terrain, et ça a disparu pour la prochaine slide aussi, ok. Avant d'aller sur ce terrain, je vais prendre un peu le temps pour expliquer finalement ce que c'est que cette stratégie de la théorie de la dissuasion. Tout d'abord, un élément important, il faut savoir que la dissuasion, elle n'est pas née avec la naissance de l'arme nucléaire. La dissuasion, c'est une tactique militaire, finalement, qui a toujours été présente dans les armées, même celles qui, évidemment, ne possèdent que des armes conventionnelles. La dissuasion, elle n'est pas née non plus le 6 et le 9 août 1945, puisque les armes ont été employées tout de suite.
Le concept en soi de dissuasion nucléaire s'est affirmé dans les années 50 et est devenu quelque chose de véritablement plein et entier avec l'arrivée dans les arsenaux soviétiques et américains de missiles intercontinentaux, au départ basés à terre, puis dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et dans les avions. Puisque pour la première fois, un État peut en frapper un autre à partir de son propre territoire. Il faut quand même comprendre que c'est une vraie révolution technologique. On peut frapper à partir de son territoire un autre État, alors jusqu'à présent, il fallait aller dans cet État. Il y a deux autres points clés à retenir dans cette notion de dissuasion. Elle n'est là que pour dissuader un État, pas les groupes terroristes. Et en France, la dissuasion nucléaire, comme elle est entendue, protège ce que l'on appelle les intérêts vitaux du pays, la définition de ces derniers n'étant jamais définie totalement. Bon, on peut quand même comprendre que dans la définition des intérêts vitaux, il y a le territoire français. La vraie question qu'on peut se poser, c'est quoi le territoire français ? Est-ce que c'est le territoire métropolitain ou est-ce que ça comprend aussi l'ensemble des territoires en dehors de ce territoire métropolitain ? Et puis, on rajoute évidemment la population. Si j'ai fait un peu un mix des différentes définitions que vous auriez donc dû voir sur cet écran, mais ce n'est pas grave, qui a été exprimé par les présidents de ce 21e siècle, je me suis limité à eux, mais j'aurais pu aller un peu plus loin, qui disent que finalement la dissuasion nucléaire a pour objectif de protéger notre pays contre toute agression étatique susceptible de menacer les intérêts vitaux, ce que je vous ai expliqué, quelle qu'en soit l'origine ou la forme. Et cette dissuasion, elle constitue l'ultime sécurité et la clé de voûte de notre défense nationale. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une telle définition. Elle est trop classique. Et en plus, on veut faire croire que la dissuasion, c'est uniquement à caractère défensif, soit celui de faire peur. Or, la dissuasion nucléaire, c'est beaucoup plus que cela. C'est un peu comme si je vous présentais finalement la paix comme l'absence de guerre. Non, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus, pour prendre une expression de Dominique Pire, prix Nobel de la paix de 1958, c'est un peu plus que simplement le silence des canons, la paix. Et donc, si on essaye d'apporter une définition un peu plus complète, alors je change de slide, mais pour vous, ça ne changera pas grand-chose, cette dissuasion nucléaire implique la mise en œuvre d'une menace permanente d'emploi de systèmes d'armes de destruction massive sur un ou plusieurs États. C'est la capacité qu'ont les sous-marins aujourd'hui. Pour que cette politique de défense fonctionne, elle doit être vue et perçue comme crédible par l'adversaire. 3 moyens pour qu'elle soit vue et perçue comme crédible, 3 moyens qui sont complémentaires. Le premier point, c'est une crédibilité qui doit être militaire, et elle s'exprime par des exercices qui sont réalisés. Donc à peu près tous les 24-36 mois, ça dépend, un sous-marin tire un missile intercontinental. Par contre, vous avez chaque trimestre des exercices des forces aériennes stratégiques qui sont visibles par l'adversaire. C'est fait exprès, on veut leur montrer qu'on a la capacité d'utiliser nos armes nucléaires. Une crédibilité qui est évidemment budgétaire, je vous l'ai montré, ça coûte beaucoup d'argent et on en met de plus en plus, ça aussi c'est de la source ouverte. Et le dernier point, qui est sans doute le plus important, une crédibilité qui s'exprime par des discours politiques fermes sur la volonté de mettre en œuvre ces armes nucléaires. Vous n'aurez aucun président de la République française, si on lui pose la question, est-ce que vous serez capable d'appuyer sur le bouton, c'est pas un bouton, mais peu importe, qui vous dira, je ne sais pas. Bien sûr, tous vous répondront oui. Sinon, ce n'est pas crédible. Mais cette crédibilité politique, elle est réalisée, et c'est vital de le souligner, par des acteurs militaires et donc politiques qui ont une pleine conscience de ne pas respecter le droit international humanitaire, l'objectif étant d'infliger à la population civile adversaire des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques. Comme vous le savez, le droit international humanitaire, il interdit de viser volontairement les populations civiles, or c'est bien ce qui sera réalisé, puisqu'il a mis en place des principes complémentaires, c'est le principe de distinction, de complémentarité, distinction de proportionnalité et de précaution. Ici, les principes sont vaporisés. Deuxièmement, ils sont bien conscients qu'ils vont aussi mettre en péril leur propre population, puisque tout emploi d'armes nucléaires signifierait que l'État adverse va aussi utiliser son arsenal nucléaire contre nous. Troisièmement, c'est faire un pari, véritablement, c'est celui que l'adversaire sera rationnel quand on menace, et qu'il va comprendre notre propre rationalité et qui va reculer. Je vous mets au défi de savoir si Vladimir Poutine ou Donald Trump sont des personnes rationnelles.
Maintenant qu'on a une idée plus nette, ok, ça apparaît après, d'accord, laissons comme ça. Maintenant que nous avons une idée un peu plus claire de ce qu'est la dissuasion nucléaire, on va revenir sur le langage. Alors, si vous désirez le PowerPoint, je vous l'enverrai avec plaisir. Là aussi, donc, comme je l'indiquais, il faut cesser de présenter la dissuasion comme un acte de foi, un fait établi ou une garantie de sécurité. Il faut la nommer comme ce qu'elle est, une théorie. En effet, rien ne permet de prouver avec certitude l'efficacité ou l'inefficacité de la dissuasion nucléaire. Mais l'observation historique de ces 80 dernières années montre que la possession d'un arsenal nucléaire n'a pas empêché des guerres. Des affrontements directs ont par exemple eu lieu entre puissances nucléaires. On pense très souvent à l'Inde et au Pakistan, qui nous ont encore fait un épisode extrêmement dangereux en ce début d'année, mais on a aussi par exemple le cas de la Chine et de l'URSS en 1968. D'autre part, cette dissuasion nucléaire, elle est toujours abordée, hop, je vais avancer, on va aller là-dessus, tac, et on doit en avoir un troisième, elle est toujours abordée comme un système rationnel, partant du principe que les deux adversaires, les acteurs, vont agir de manière prévisible et prudente, et que l'escalade nucléaire et ses conséquences génocidaires et suicidaires peuvent donc être évitées ou contrôlées. Pourtant, on a bien des données scientifiques détaillées et fiables qui concernent les risques et les conséquences des explosions nucléaires en cas de mise à exécution de ces menaces nucléaires, voire d'accidents nucléaires militaires. Et l'on peut lire des compilations réalisées par des universitaires qui font état d'un nombre important d'accidents évités de justesse. Je peux en citer quelques-uns. L'accident nucléaire de Palomares en 1966, l'accident sur la base nucléaire d'Orange en 1967, qui est peu connu, le cas de la chance avec le colonel Petrov en 1983, ou encore l'accident des sous-marins français et britanniques en 2009. Je vous renvoie vers un ami, Benoît Pelopidas, qui dirige la chaire Nuclear Knowledge à Sciences Po, à Paris, et qui a écrit de nombreux articles scientifiques dessus. Et cette requalification des mots, elle permet aussi de contester la qualification que les États dotés d'armes nucléaires se sont attribués depuis quelques années d'être des responsables. Il n'y a rien de responsable pour les États membres du TIAN, donc la majorité, à réaliser des menaces nucléaires implicites ou explicites qui créent un ensemble de risques existentiels. Il faut bien comprendre que la dissuasion, c'est un vrai pari incertain, une approche dangereuse, inacceptable de la sécurité, qui peut engendrer une guerre conventionnelle ou nucléaire par la menace permanente qu'elle réalise et qui donc compromet pour ces États du TIAN leurs propres intérêts vitaux. Et cette remise en cause profonde de ce système d'armes et de sa théorie devrait aujourd'hui interroger, provoquer au sein de tous les partis politiques français de réelles réflexions et non perpétuer une culture un peu de l'autruche. En parlant de culture, on peut s'apercevoir que justement nos acteurs politiques connaissent peu le cadre juridique des armes nucléaires. Je pourrais citer de nombreux noms, mais je ne le ferai pas, pour avoir eu des conversations avec eux qui m'ont montré qu'ils avaient une absence de connaissance du cadre juridique. Pourtant, c'est essentiel de connaître ce cadre juridique, et c'est donc mon troisième point. Ces armes de destruction massive, ce ne sont pas des objets non régulés, contrairement à ce que le bruit permanent médiatique, très souvent, laisserait entendre. Il faut bien que vous saisissiez que ces armes représentent un problème de sécurité nucléaire. Et donc c'est pour ça que du droit a été créé. Et pour combattre ces problèmes de sécurité depuis 1945, il y a bien sûr la charte de l'ONU qui n'a pas tout réglé, il y a des problèmes de fonctionnement, mais il y a aussi la création de droits à travers le multilatéralisme. Et ces États, dans cette notion de multilatéralisme à travers l'ONU, ont créé du droit pour contrôler, mettre un terme à la non-prolifération nucléaire, en tout cas diminuer au maximum cette possibilité, et aujourd'hui objectivement on y est arrivé, et engager, réaliser, parvenir au désarmement nucléaire. Là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit, finalement, c'est un être vivant. Le droit, il évolue, il respire, il tousse parfois, mais il s'améliore toujours, dans le but que chacun puisse se l'approprier et qu'il devienne un bien commun. Le droit est donc bel et bien, comme disait la juriste Mireille Delmas-Marty, un processus transformateur. Et vous avez une liste, alors courte, mais je vais vous en donner une autre,
si ça marche, d'actes de droit. Le droit, évidemment, il dérange. Hein. C'est une évidence, puisque son objet, c'est de créer des règles et donc des contraintes et des obligations qui sont très souvent mal acceptées au départ, pire rejetées. Je vous prends un exemple parallèle. L'exemple de la limitation de vitesse ou de l'imposition de la ceinture de sécurité dans les années 70 ont été toujours rejetés, et puis petit à petit, on comprend que c'est important pour sa propre sécurité. Mais malgré ces oppositions, donc, le droit est accepté, respecté, et surtout, il est demandé. On demande toujours de plus en plus de droits. Puisque ce droit n'a pas d'autre but que de nous protéger maintenant, mais aussi de protéger évidemment nos familles, notre environnement et notre futur. Ainsi, depuis l'entrée de l'humanité dans l'ère nucléaire militaire, 1945, il existe, on peut dire, une constellation de traités régissant les armes nucléaires et donc les processus de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Je vous en ai mis quelques-uns, notamment bilatéraux, et le TNP étant la pierre angulaire, le traité de non-prolifération nucléaire sur lequel je vais revenir, la pierre angulaire de l'ensemble de ce régime. Alors, on peut aussi rajouter, mentionner, et là, je n'aurais pas eu assez de place sur cette seule slide, un certain nombre de résolutions non contraignantes, évidemment, qui sont le signe d'une volonté politique forte, qui reviennent autant de la première commission des Nations Unies que, par exemple, du Conseil des délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou encore de l'Union interparlementaire, de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, qui vont aider à fabriquer ce droit et à le renforcer. Et donc, depuis le 7 juillet 2017, dans cette constellation, s'est rajouté, dans cette analogie spatiale que j'ai utilisée, une nouvelle étoile qui se nomme donc le TIAN, pour le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Je vais en premier revenir sur le TNP avant d'aller sur le TIAN. Le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, est évidemment le traité le plus universel. Sa prochaine conférence d'examen aura lieu l'année prochaine, en 2026. Elle va être cruciale. C'est un traité qui a perdu une grande crédibilité. Elle va être cruciale puisque les deux précédentes conférences d'examen, 2015 et 2022, ont été des échecs. Des échecs, ça veut dire que les États ne se sont pas mis d'accord pour poursuivre des actions et engager des mesures de désarmement. Et donc, si jamais en 2026 c'était encore un échec, ce qui logiquement devrait l'être, objectivement, ça posera un vrai problème sur cette crédibilité. Donc, ce traité a été signé en 68, est entré en vigueur en 70. 191 États, d'où ce caractère universel, en sont membres. Le dernier État à en être devenu membre, c'est la Palestine en 2015. On n'a que 4 États qui n'y ont pas adhéré. L'Inde, Israël, le Pakistan et le Soudan du Sud. La Corée du Nord s'en est retirée en 2003 dans certaines conditions un peu complexes. Voilà. C'est un traité qui est discriminant parce qu'il va distinguer les aidants, les États dotés d'armes nucléaires, parce qu'ils ont réalisé une explosion avant 1967, et les aidants, les États non dotés d'armes nucléaires. Et donc ceux-là acceptent volontairement de renoncer aux armes nucléaires en échange d'une capacité à disposer d'un savoir-faire, celui de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce qui est clé là aussi à comprendre, c'est que les aidants, comme la France, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni, ont bien le droit de posséder des armes nucléaires, dans le cadre de ce traité, mais ils ont l'obligation, selon l'article 6, comme c'est écrit sur le PowerPoint, de poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire. Alors, la notion de bonne foi, on pourrait y revenir, aujourd'hui elle est très largement décrédibilisée. Un TNP qui repose sur 3 piliers, on peut dire 3 jambes qui doivent marcher ensemble. Je laisse de côté la question de l'usage pacifique de l'énergie nucléaire qui est régie par l'Agence internationale de l'énergie atomique parce que ça fonctionne, parce qu'il y a des contrôles. Ceux qui souhaitent disposer de centrales nucléaires peuvent en bénéficier à condition que ce soit à des fins civiles. Ceux qui ne le souhaitent pas, par exemple l'Autriche, n'en bénéficient pas, tout simplement. Sur la question de la non-prolifération nucléaire, qui est le deuxième pilier, là, on peut dire que ce traité a très bien joué son rôle. Je l'ai énoncé en début, plus d'une douzaine d'États ont renoncé aux armes nucléaires. Il faut bien avoir conscience qu'au début des années 60, si on relit un discours du président Kennedy en 63, il suppose qu'à la fin des années ou au début des années 80, on aurait jusqu'à 25 puissances nucléaires. Donc on voit que le traité a fonctionné et le droit fonctionne et est positif pour renforcer la sécurité internationale.
Donc évidemment, le dernier pilier, celui du désarmement, est celui qui ne fonctionne pas. Malgré la baisse des arsenaux nucléaires, tous les États, je l'ai déjà indiqué, mais je veux vraiment le souligner, modernisent, renouvellent leurs arsenaux nucléaires dans une pensée de les conserver pour toujours. Et cette pensée est transversale, qu'elle soit celle de la France, d'un État démocratique ou de pays autoritaires comme la Russie. Pourtant, c'est précisément grâce à ce traité, le TNP, en 2010, qui a permis l'émergence du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. 191 États, en 2010, dont la France, vont exprimer leur vive préoccupation sur les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait l'emploi d'armes nucléaires, et ils vont réaffirmer la nécessité pour tous les États de respecter en tout temps le droit international applicable, y compris le droit international humanitaire. 2010-2016 va être créé un processus dit de l'initiative humanitaire, processus où on va réfléchir, notre campagne, le CICR, des États, sur qu'est-ce qui se passe si des armes nucléaires explosent volontairement, par accident ou par un acte de malveillance. Est-ce que les États ont les capacités d'agir à la suite de ces explosions? Est-ce que des ONG ont les capacités d'envoyer des moyens humains? Est-ce que les conséquences de toute explosion vont être limitées à l'État visé ou est-ce que les conséquences vont déborder l'État visé? Aucun État, aucune organisation internationale n'a les moyens d'agir en cas d'explosion d'armes nucléaires. Évidemment, en cas d'explosion de ces armes nucléaires, les conséquences seront transnationales du fait du flux de réfugiés qu'il peut y avoir, du fait des problématiques économiques, si on pouvait se limiter à ça, ce serait pas mal, du fait du risque de famine mondiale qu'il pourrait y avoir à la suite, par exemple, d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan qui utiliserait moins de 200 armes nucléaires. On prévoit une famine mondiale entre 2 et 3 milliards d'êtres humains. Donc vous imaginez bien qu'un pays comme la France n'est pas capable d'aller aider une centaine de personnes au milieu de la Méditerranée. Donc 2 à 3 milliards d'êtres humains, ça risquerait d'être compliqué pour la France, l'Union européenne ou tous les États occidentaux. Et donc de là, dans cette réflexion, va aboutir, et c'est là où les Nations Unies sont une belle organisation, où il y a un vrai multilatéralisme, à une décision importante en 2016, à une résolution qui pose la question si on doit examiner, travailler, négocier un instrument juridiquement contraignant qui viendrait donc interdire les armes nucléaires en 2017. Une écrasante majorité des États à l'ANU, l'Assemblée générale des Nations Unies, vont décréter que oui, et donc va être lancé ce processus en mars-juillet 2017, basé sur un ensemble de concertations qu'il y aura eu, comme je l'ai expliqué, à l'extérieur et à l'intérieur des Nations Unies. Le traité est bien sûr adopté, enfin je dis bien sûr aujourd'hui, mais je peux vous garantir qu'on n'était pas certain qu'il soit adopté, même ce vendredi matin 7 juillet 2017 où j'étais dans cette salle, je peux vous garantir qu'on avait une vraie interrogation, même si on avait pas mal d'espoir. Et donc le TIAN est le premier traité multilatéral de désarmement dit humanitaire du XXIe siècle et le dernier instrument juridique adopté pour accomplir ce que la résolution fondatrice de 1946, que je vous ai montré il y a quelques slides, appelait déjà de ses voeux. Alors je n'ai pas le temps de détailler ici l'ensemble du traité. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est qu'il a été négocié par près de 130 États dans un exercice concret et exemplaire de multilatéralisme. Pendant que ces États bossaient, d'autres étaient derrière la porte. Je les ai vus, entendus, comme on peut dire, puisque j'y étais, pour protester du fait que des États se réunissent pour interdire cette arme de destruction massive. Et donc la France était derrière cette porte, faisant une conférence de presse avec les États-Unis et les Britanniques pour exprimer cette protestation. Ce qui révèle une certaine contradiction majeure, puisque à la fois, ils proclament leur attachement au multilatéralisme et en même temps, ils refusent de participer à une négociation multilatérale. Donc, dans cet exercice un peu de synthèse, ce qui est clé de retenir, c'est que le droit n'a jamais créé un système d'interdiction une fois que le danger est éliminé. OK ? Le droit est là pour produire un ensemble de règles pour prévenir et interdire ce danger, ce qui fait évoluer les consciences. À ce titre, le statut des armes nucléaires a profondément changé avec la création de ce traité. On peut même parler de révolution copernicienne, puisque désormais elles ne sont plus un symbole de prestige, elles sont devenues un objet d'illégalité internationale.
même si la France n'accepte pas ce traité. Ce traité était indispensable pour rappeler qu'il est anormal de fonder une politique de défense sur une arme d'anéantissement. Son adoption a donc bouleversé les règles du jeu. Et désormais, la France, comme les autres, doivent se justifier face à un droit international qui les met explicitement en cause. Ce traité vient renforcer, compléter, il ne vient pas éliminer, mais il renforce et complète les autres traités, notamment le TNP et le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires ou encore les traités qui ont créé des zones exemptes d'armes nucléaires. L'OTAN contient toute une panoplie d'interdictions, de l'emploi, du stationnement, du financement, de la menace d'emploi, la théorie de la dissuasion nucléaire, de fabrication des armes nucléaires. Il ne se limite évidemment pas à dire simplement non aux armes nucléaires, il pose aussi des bases techniques, politiques d'un désarmement réel, vérifiable et irréversible. Je pourrais aussi revenir avec plaisir sur la question de son caractère profondément humanitaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un traité de désarmement nucléaire dit humanitaire, puisque en ses articles 6, assistance aux victimes et remise en état de l'environnement, et 7, coopération et assistance internationale, il met en œuvre des systèmes pour aider les populations qui ont été victimes des armes nucléaires, au Japon, ou victimes des explosions d'armes nucléaires par les différentes puissances. Donc ce traité a aussi ouvert un nouvel espace de discussion sur la reconnaissance des victimes et donc sur la responsabilité et la pression politique sur les États à l'origine de ces explosions. Aujourd'hui, l'OTAN, il a été dit donc 95 États qui l'ont signé, 74 États qui l'ont ratifié. On fait un petit calcul de maths dont je vous passe la formule, mais ça représente 99 États, soit plus de la moitié des 197 États membres des Nations Unies qui ont clairement manifesté leur rejet des armes nucléaires et leur volonté politique de progresser dans le domaine du désarmement nucléaire. Ce qu'il faut remarquer dans ces États, c'est qu'on a 6 États membres de l'Union européenne ou du territoire européen, l'Autriche, l'Irlande, Malte, Saint-Siège, Saint-Marin et le Liechtenstein. On a des États qui ont eu des armes nucléaires, l'Afrique du Sud, Cuba et Kazakhstan. On a des États qui ont des partenariats avec l'OTAN, donc une organisation militaire qui repose sa défense sur les armes nucléaires. Encore une fois, l'Autriche ou l'Irlande ou la Mongolie et la Nouvelle-Zélande. Il y en a encore des États, par exemple, qui connaissent très bien les armes nucléaires en raison des retombées et des conséquences qu'ils ont subies des explosions nucléaires. On pourrait citer, par exemple, le Fidji, le Mexique ou encore l'Algérie. Et donc, comme je l'indiquais il y a quelques minutes, finalement, nos acteurs politiques connaissent peu ce droit. Il faut noter que depuis l'existence de ce traité, il a été refusé à l'Assemblée nationale, en commission défense ou en commission des affaires étrangères, d'accorder une audition sur ce traité qui est devenu un instrument juridique légitime aujourd'hui. Et finalement, le fait de refuser cette connaissance du droit du TIAN ou même du TNP explique en partie pourquoi on vit dans une vague volontairement entretenue et activée par le président de la République en faveur d'une européanisation de la dissuasion nucléaire française. Et cette européanisation, elle a été portée finalement, non pas seulement aujourd'hui, mais finalement c'est une sorte de fil rouge d'Ariane depuis près de 50 ans dans la politique militaire française, puisque dès la chute du bloc communiste, mais on pourrait remonter même avant, la France cherche à redéfinir la place de sa politique de dissuasion en Europe. 1995, Premier ministre Alain Juppé va lancer l'idée d'une dissuasion concertée. Nicolas Sarkozy, un peu plus récemment, l'a reprise en 2008. Et Emmanuel Macron, lui, va vraiment s'attacher. C'est un axe majeur de sa politique étrangère depuis 2017. Il a de très nombreux discours. Le premier, c'est vraiment le discours de la Sorbonne en 2017, où il va souligner le déficit d'une culture stratégique commune en Europe. Culture stratégique, quand on emploie le mot stratégique en France, c'est qu'on parle des armes nucléaires. Et depuis, la France propose d'étendre sa doctrine nucléaire à certains États européens. Alors, il y a une certaine complexité, c'est pour ça qu'on va parler d'États européens, parce que c'est à la fois la Norvège ou l'Allemagne. La Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne et l'Allemagne qui est dans l'Union européenne. Ce qui est frappant, est véritablement frappant, c'est à quel point le discours est décomplexé aujourd'hui, autour de ces notions de parapluie nucléaire. J'ouvre une vraie parenthèse, si mon ami Benoît était là, Benoît Pelopidas, il n'accepterait pas qu'on utilise le parapluie nucléaire. Je vous laisse chercher, googliser pourquoi, je suis sûr que vous trouverez facilement. Autour de partage ou de dimension européenne des intérêts vitaux français. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump,
hein, de son second arrivée au pouvoir, avec une posture qui est clairement favorable à la Russie, comme on vient encore de le voir ces dernières 48 heures, a accéléré cette évolution dans les mentalités françaises et européennes. Et tous les scénarios qui sont aujourd'hui de partage, qui sont envisagés, écartent, à juste titre, l'idée d'une décision d'emploi prise collectivement par plusieurs chefs d'État, pour des raisons de rapidité et de souveraineté. Il est en effet impensable, de pouvoir appuyer sur le bouton à plusieurs. Donc, dans tous les scénarios qui sont proposés et qui sont sur cette slide, il est évident que seul le président français aurait cette capacité. Mais tous ces scénarios n'expliquent pas comment il va être créé sur du long terme une confiance entre l'État possesseur, nous, la France, et les États protégés. Et cette confiance, elle pose vraiment problème. Comment la construire alors que nos démocraties ont, heureusement, des gouvernements qui évoluent au gré des votes? Peut-on imaginer, par exemple, qu'un gouvernement allemand exprime une pleine confiance envers un président français issu de l'extrême droite ou de l'extrême gauche? Au-delà de cette question, dont personne n'apporte de réponse aujourd'hui, deux obstacles majeurs sont systématiquement là aussi et volontairement écartés du débat public. Le premier, il est juridique. Ce type de projet, c'est une attaque contre le droit du nucléaire militaire qui sera réalisée tant par la France que par les États européens qui décideront de s'engager dans ce projet. Je vais revenir dessus. Le deuxième obstacle, ça concerne l'engagement moral et politique de la France. Notre pays a voté, comme les autres membres permanents du Conseil de sécurité, des résolutions qui affirment la nécessité de prévenir la dissémination des armes nucléaires, de ne pas encourager la course aux arsenaux nucléaires. Et donc la France, elle a donné sa parole politique et diplomatique. Et si nous, en tant que démocratie, évidemment, on ne respecte pas cette parole, ça va être compliqué d'attendre que celle-ci soit respectée par les régimes autoritaires. Donc il y a deux grands scénarios qui se dessinent, on peut être clair là-dessus. Et des scénarios qui ont pour ambition de durer sur des décennies. Ce n'est pas des scénarios qui ont pour ambition d'être mis en place pour 3 mois, 6 mois, 1 an, le temps que la situation avec la Russie ou avec Donald Trump soit résolue. Non. Je prends le premier qui est proposé par Bruno Tertrais, notamment directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, mais aussi qui est soutenu par diverses personnalités politiques, Chloé Morel, par exemple, le Parti socialiste au niveau de l'Union européenne, médiatique, Jean-Dominique Merchet, qui est un journaliste défense. L'idée, c'est de déployer en permanence un escadron français des forces aériennes stratégiques avec leur arsenal nucléaire dans des territoires étrangers. Je vous passe l'ensemble des problématiques à réaliser, de la base à construire, des systèmes de protection à mettre en place, évidemment protestations politiques et diplomatiques et de la société civile présente de ces différents territoires. Le second, c'est une imitation de ce que finalement réalisent les États-Unis dans le cadre de l'OTAN en stationnant des armes nucléaires dans un territoire étranger portées par des avions de ce pays, donc en clair, des avions belges ou des avions allemands. Parfois, on parle polonais aussi. Donc, tous ces avions seront évidemment des Rafales. Donc, vous voyez où je veux en venir aussi. Avec des pilotes belges, allemands ou polonais qui auraient la capacité d'employer des armes nucléaires à condition, bien évidemment, que l'État français leur en donne l'autorité. La conséquence dans ces deux cas, qui je rappelle n'est jamais mentionnée, sont au nombre de 4. Première conséquence, la mort cérébrale du traité de non-prolifération nucléaire. Promouvoir une stratégie de dissuasion tout en appelant à la non-prolifération et au désarmement constitue une contradiction qui est difficilement soutenable et cela reporte à long terme toute perspective du désarmement. Donc il y aura mort cérébrale de ce traité. Si ce traité n'a plus de crédibilité, ce n'est pas un nouvel État potentiel qu'on peut avoir, l'Iran, ça va être une dizaine d'États potentiellement. Et donc là, en termes de sécurité internationale, je ne vois pas ce qu'on va y gagner. Deuxième conséquence, c'est une augmentation obligatoire de l'arsenal nucléaire français, ce qui serait une première depuis 1992 à peu près, avec évidemment la nécessité d'un budget encore plus important au détriment des forces conventionnelles, ce qui signifie également une participation ouverte à la course aux arsenaux nucléaires, parce que la diplomatie française a toujours dit qu'elle se refusait, qu'elle ne participait pas. Troisième conséquence, une banalisation de l'arme nucléaire, ce qui peut conduire à affaiblir un tabou qui existe depuis le 9 août 1945, celui de l'emploi. Dernière conséquence, cet acte proliférant de la France renforcera cette piraterie stratégique nouvelle version, que j'explique et que j'appelle comme ça, une prolifération finalement désinhibée menée par quelques États, encore une fois au régime politique varié,
pourtant juridiquement contraint au désarmement nucléaire. Il sera aussi impossible, dans ce cadre-là, pour la France et l'Europe, ce que l'on fait aujourd'hui avec raison, de critiquer l'attitude de la Russie qui a déjà disséminé des armes nucléaires en Biélorussie. Il faut bien comprendre que cette démarche, aujourd'hui, elle est déjà en œuvre. On n'a pas encore basculé, mais elle est en œuvre, puisqu'en parallèle des discours, la France a tissé des relations de défense solides avec l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et l'Espagne à travers différents types de traités d'amitié et de coopération renforcée. Et puis aussi, le 10 juillet 2025, la France a franchi un pas majeur avec son allié britannique en signant ce que l'on appelle la déclaration de Northwood. Un mouvement qui marque un tournant fort, puisque désormais, la France n'adopte plus une posture strictement indépendante. Alors, il y aura toujours l'indépendance de l'emploi, de la décision d'employer, comme depuis 1960, mais elle s'engage dans une coopération étroite avec Londres, puisque les deux pays ont créé un groupe de pilotage nucléaire franco-britannique qui ont précisé que leurs armes nucléaires contribuent significativement à la sécurité globale de l'Alliance et à la paix dans la zone euro-atlantique. Cette expression zone euro-atlantique, c'est la première fois qu'ils l'emploient dans un discours officiel, l'un comme l'autre et l'un et l'autre, bien évidemment. Et ça laisserait entendre finalement que tous les États européens ont été informés ou ont approuvé ce type de posture défensive. Ce qui n'est évidemment pas le cas, à minima, de ceux qui ont signé et ratifié l'OTAN. Je peux vous dire que la diplomatie autrichienne comme irlandaise a émis un certain nombre de protestations sur l'emploi de ce type de vocabulaire. Cette européanisation de la dissuasion française ouvre donc un débat stratégique inédit et pose une question simple, mais qui est vraiment vertigineuse. Est-ce que la France et certains États européens sont prêts à sacrifier leurs engagements juridiques et moraux internationaux au nom d'une défense basée sur la théorie de la dissuasion nucléaire? Et si oui, à quel prix pour la stabilité mondiale? Alors j'ai commencé par un peu de positif, à travers ce prisme du désarmeur, où on voyait qu'il y avait quand même beaucoup d'États qui étaient contre les armes nucléaires et qui n'en voulaient pas. Et je vais finir par un aspect un peu positif quand même, pour donner un peu d'espoir, puisque c'est aussi ce que vous m'avez demandé dans votre mail lorsque vous m'avez demandé de venir ce soir, d'apporter cette réflexion sur le désarmement nucléaire. J'espère y avoir répondu, mais aussi d'apporter un peu d'inspiration pour vous, citoyens, qui êtes présents ce soir. Donc, comme je le dis, j'ai dressé ce tableau un peu noir, mais vous le savez, depuis Pierre Soulages, il y a différents types de noir. On a le noir lumière ou on a l'outre noir. Et donc, toute l'ambition de la campagne que je dirige en France, une campagne qui est présente dans 110 pays, qui regroupe 700 organisations à peu près, c'est d'aller évidemment vers cette lumière, avec l'aide, encore une fois, des États et du CICR. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité, au vu des périodes vécues, de la société civile et des victoires qui ont été obtenues et des victoires qui sont possibles. Victoires, étapes, pas, on peut les appeler comme on veut. D'abord, il faut se souvenir que dans les années 50-60, il y avait massivement des essais nucléaires, américains et soviétiques, un peu plus de 1000 au total pour les Américains, global, atmosphérique et souterrain, et un peu plus de 800 au niveau soviétique, qui ont relâché massivement du strontium 90, donc un élément radioactif qui est allé se déposer dans les os, et notamment dans les dents des enfants, notamment américains. Et des scientifiques américains, dans cette période-là, ont décidé de mettre en œuvre, ont lancé la Baby Tooth Survey pour collecter les dents de lait, pour savoir quel était l'état de maladie potentiellement de ces jeunes bébés américains. Et les résultats ont été alarmants. Et ces résultats ont permis de créer une pression, notamment, et de convaincre le président Kennedy sur la dangerosité des essais atmosphériques. Alors, ça n'a pas été la seule raison pour laquelle il a décidé de mettre en place, avec l'Union soviétique en 1963, un traité pour interdire ces essais atmosphériques. Mais en tout cas, cette campagne scientifique citoyenne a influencé cette décision politique. L'arrêt définitif en 1995 et la création en 1996 du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, là aussi, c'est une victoire d'un certain nombre d'États et des protestations pacifiques qui ont été mises en place. Je vous rappelle que la France aurait pu simplement dire « j'arrête les essais nucléaires, mais je ne démantèle pas, je conserve en l'état le site de Mururoa et de Fangatofa ». Non, elle a bien démantelé totalement ces deux sites d'essais nucléaires. La création, et vous l'avez cité, en France en 2010, d'une loi de reconnaissance des victimes des essais nucléaires, c'est le résultat direct
je l'ai vécu de l'intérieur. Hein. Mon premier job, 2002, a été de participer à la création de cette loi à travers un organisme qui s'appelle l'Observatoire des armements, qui est basé à Lyon. Et donc, cette loi est la reconnaissance et le résultat direct de la mobilisation d'associations françaises et polynésiennes. Sans eux, il n'y aurait pas eu de loi. Alors, la loi, elle n'est pas parfaite. Aujourd'hui, il y a un processus de loi qui doit, je dirais, l'améliorer. Mais on a une loi et finalement, au regard du reste du monde, eh bien, les Français s'en tirent pas trop mal. L'obtention en 2017, bien évidemment, du Tian, c'est le résultat direct de cette alliance entre les 3 groupements que je vous ai cités à différentes reprises. Parce que je peux vous dire qu'en 2010, nous, comme nos adversaires, n'imaginaient pas possible de pouvoir créer 7 années plus tard un instrument juridiquement contraignant et ce traité. Je peux rajouter le cas particulier de la France. Notre campagne a mis en place depuis quelques années un appel des villes pour exprimer un soutien au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et on a dépassé 101 villes en France. Aujourd'hui, reconnaissent ce traité, soutiennent ce traité, ont passé différentes vœux ou résolutions pour soutenir ce traité. Vous êtes dans une ville, à Paris, qui a reconnu le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, mais tout comme, par exemple, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Saint-Étienne, Grigny, Malakoff, pour être un peu plus présent. Bref, la grande majorité des très grandes villes françaises reconnaissent ce traité. Et donc, ça pèse, ça crée un certain nombre de victoires, ça nous aide dans notre plaidoyer politique. On a bien évidemment, avec l'adoption du Tian, la naissance désormais véritablement d'un concept de justice nucléaire qui permet ici de reconnaître toutes les victimes, celles du Japon comme celles des explosions nucléaires, et qui ouvre une nouvelle voie de pression sur les États via l'Assemblée générale des Nations unies. Et ce concept de justice nucléaire est vraiment quelque chose de nouveau qui crée ce nouvel espace de discussion. Et donc toutes ces victoires complémentaires ont construit peu à peu finalement à la fois une ouverture des consciences et un droit pour imposer le désarmement nucléaire. Et donc ce traité, le Tian, a aussi imposé de repenser la sécurité dans un cadre beaucoup plus large. Et c'est une victoire, un vrai moteur d'inspiration. Il faut arrêter de penser de manière générale, d'ailleurs sur tous les sujets, dans des cases, mais il faut bien penser de manière transversale, car tout est interaction. Et ça marche. Le pacte pour l'avenir des Nations Unies, adopté en septembre 2024, proclame par exemple l'objectif de l'élimination totale des armes nucléaires. Il demande aux États de respecter leurs obligations et engagements en matière de désarmement. Des objectifs cohérents avec le Tian, adopté par la France. L'affirmation de certains de ces principes est encore de plus en plus employée sur les scènes diplomatiques telles que le G7 par exemple, dans une déclaration des académies des sciences ou encore plus surprenant même dans le G20. Alors pas le dernier mais celui précédent, les 2 derniers précédents, qui reprend carrément l'article 1er du Tian qui demande « l'emploi d'armes nucléaires ou la menace de leur emploi sont inacceptables ». Ces différents éléments montrent qu'il y a des espaces et des capacités d'action. Attention, je ne dis pas que le chemin vers un monde sans armes nucléaires, c'est un truc qui est pavé et qui sera une autoroute. C'est compliqué. Mais encore une fois, est-ce qu'on a véritablement le choix ? Donc je crois que je suis à peu près arrivé, voire un peu même dépassé, de quelques minutes cette heure d'intervention. Et je vais donc conclure. Pour reprendre une expression qui a marqué les esprits en décrivant l'urgence climatique, il est clair que notre maison brûle. Notre maison, c'est celle du multilatéralisme, de la Charte des Nations Unies, des traités et du droit. Tout ça, c'est pas parfait, aucun système international ne l'est, mais ça reste un cadre, un ensemble de règles, des garde-fous, des mécanismes de compromis, de négociation et au fond de sécurité pour les États comme pour les populations. Le droit international, c'en est le ciment. Le droit international humanitaire, les conventions qui encadrent l'usage des armes témoignent d'une volonté d'apprendre des drames du passé. La majorité s'est créée après 1945. Ils se sont construits sur les cendres de cette Seconde Guerre mondiale, sur l'horreur vécue par les civils, sur une ambition simple et immense, protéger les populations. Or, sans règles, sans droit, le monde glisse vers l'anarchie. Et dans une anarchie nucléaire, il faut le dire simplement, l'emploi volontaire ou accidentel d'une arme nucléaire signifierait la fin de notre société telle que nous la connaissons. La paix ne sera qu'un vague mythe. Alors, ce n'est pas pour affoler, c'est pour être dans la réalité. Les responsables politiques doivent en avoir conscience, leurs décisions sont souvent moutonnières, et pour coller à un agenda immédiat, ils peinent à penser de manière transversale et sur le long terme entre crise du dérèglement climatique, nouvelles technologies militaires et remise en cause d'un dogme. Pourtant, c'est bien une obligation à l'aube d'échéances nationales électorales majeures. Le futur est donc complexe,
Mais la société civile bénéficie de nombreuses ressources. Elle a su obtenir, comme je l'ai montré, des avancées concrètes. Sa mobilisation est cruciale. Il nous faut donc sortir de cette parenthèse ouverte en 1945 pour éviter un quatrième âge de l'âge nucléaire, puisqu'apparemment on serait dans le troisième, je pourrais revenir dessus, celui de son utilisation. Entrons dans une autre ère de sécurité internationale où l'humain sera au centre des préoccupations, celui de la sécurité humaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis dispo pour vos questions. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie. Et donc la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a tout de suite une question. C'est bien, ça m'évite de lancer le débat. Alors là, il y a des micros en tout cas. Je pense que c'est pour tout le monde entendre correctement. Alors, ce que je vous demanderai avant de poser votre question, c'est juste de rapidement vous présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Anatole Lelarge, je suis étudiant en L1 en licence en sciences sociales, du coup ici à la Cato. Et vous avez parlé des dangers d'une potentielle européanisation de la défense européenne française. Et je me demandais en fait, est-ce que cette européanisation, elle pourrait pas justement permettre une non-prolifération de ces armes dans tous les pays européens, puisqu'ils pourraient bénéficier de la défense française, et ça empêcherait en fait tous ces pays d'accéder à une européanisation, à des armes nucléaires qui produiraient eux-mêmes. Et après j'avais une autre question, mais peut-être je vous laisse répondre à ça déjà. Non, donnez la deuxième question tout de suite. Je me demandais si vous pouviez aussi nous parler peut-être 2-3 minutes du déroulé de cette conférence en 2017 et de l'aboutissement de ce traité du TIAN, donc, dont vous avez parlé, du déroulé de ces débats. Voilà, 2-3 minutes de rappel. Merci beaucoup. Merci. Il faut bien que vous compreniez que les États de l'Union européenne ou les États en Europe, type Norvège par exemple, ont renoncé volontairement aux armes nucléaires à travers le TNP. Okay, ils sont membres du TNP. Donc s'ils décidaient par exemple de construire un programme nucléaire militaire, ils sortiraient du TNP. Donc ils sortiraient du droit international. Si eux-mêmes sortent de ce droit, je peux vous garantir que les Iraniens, ils ont un boulevard devant eux. Ça va être facile. On ne pourra pas accuser les Iraniens si les Norvégiens décident d'avoir des armes nucléaires. D'accord ? Premièrement. Donc, en ça, c'est impossible que ces États disposent d'armes nucléaires. On est aussi dans des démocraties, même si parfois on a des parlements qui sont un peu, ou des États qui sont un peu, dont leurs dirigeants sont un peu extrêmes, il y a quand même des structures aujourd'hui démocratiques qui fonctionnent. Premier point. Deuxième point, comme je l'ai exprimé, si la France se dirige dans l'un de ces deux scénarios, ça signifie véritablement qu'on ouvre une certaine vanne, qu'on ouvre une possibilité aussi pour que ce scénario soit répété ailleurs. Vous avez eu il y a quelques semaines le Pakistan et l'Arabie Saoudite qui ont signé un traité de défense assez important. L'Arabie Saoudite a mis en avant qu'elle était désormais protégée potentiellement par le parapluie nucléaire du Pakistan. On sait les relations extrêmement importantes. On sait que l'Arabie Saoudite a largement financé le programme nucléaire militaire pakistanais. Bon, les Pakistanais ont rien dit, ou en tout cas ont exprimé que ce n'était pas vraiment vrai, qu'ils ne protégeaient pas aujourd'hui pleinement l'Arabie Saoudite avec leurs armes nucléaires. Mais si demain, nous, la France, on le fait, eux pourront le faire également. La Russie le fera largement avec la Biélorussie, voire peut-être potentiellement avec d'autres États également. Donc, cette vision de croire que parce qu'on va mettre plus d'armes nucléaires directement sur le sol de pays étrangers va permettre une plus grande sécurité, c'est vraiment une illusion. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'armes nucléaires qu'on est en sécurité. Au contraire, ça provoque une insécurité. On sort du cadre juridique. Et même si ce cadre juridique, le TNP, pour rester vraiment que sur celui-ci, qui est le plus universel, a perdu en crédibilité et j'imagine va encore en perdre l'année prochaine, il tient encore, il crée encore quelque chose. Hein. Et donc ça, c'est clé de l'avoir. 2017. Donc le processus 2010-2016, c'est l'initiative humanitaire. 3 grandes conférences, 2013, 2014, entre l'Autriche, la Norvège et le Mexique, où sont réunis en fait des États, tous ceux qui veulent venir, pour comprendre ce qui se passe en cas d'explosion d'armes nucléaires. Encore une fois,
il y a une centralité sur qu'est-ce qui se passe en cas d'explosion d'armes nucléaires. Cette réflexion n'avait jamais été mise véritablement en avant. Il n'y avait jamais eu de grandes scènes diplomatiques pour comprendre, pour mettre en œuvre, avoir les services de la société civile et de la sécurité civile de différents États qui venaient pour exprimer, des scientifiques qui expliquaient aussi ce que c'était que l'hiver nucléaire, toutes ces données. Donc ce processus va créer une pression sur ceux qui possèdent la bombe pour leur dire, vous voyez, si jamais une arme nucléaire explose à Paris, personne ne peut venir aider les Parisiens survivants, par exemple, et les Belges en subiront aussi les conséquences. La France a toujours refusé de participer à ce type de rencontres diplomatiques, et c'est un peu une spécialité française. On laisse toujours notre siège vide sur les questions de désarmement et de non-prolifération nucléaire. On a laissé notre siège vide sur le TNP jusqu'en 1990-91. Okay, la France est le dernier État des 5 des aidants à avoir ratifié ce traité. On l'a fait après les Chinois. Okay, c'est important d'avoir ça en tête. 2017-2016, cette résolution qui accepte une négociation. Négociation, c'est des gens qui se réunissent, certains qui veulent des choses extrêmement fortes, les Néo-Zélandais, les Costa-Ricains, les Autrichiens, d'autres qui veulent des choses un peu moins fortes, les Suisses par exemple, notamment sur la question du financement. Et donc, ce n'est pas dit qu'on va arriver à quelque chose au bout de ces 5-6 semaines de négociation. Par contre, il a été créé, mis en place une atmosphère. C'était une présidente costaricaine, Madame Hélène Dwight Gomez, qui a su, en fait, mettre en place cette atmosphère positive et de dire, on va créer un consensus autour d'un texte qui va réunir le maximum de chacun d'entre vous, de ce que vous souhaitez, pour qu'il puisse être adopté tout de suite. Parce que ce n'est pas certain que si on n'adopte pas, si on n'a pas un texte le 7 juillet au soir, ce n'est pas certain qu'en 2017, si on repose une résolution pour obtenir un droit de négocier quelque chose en 2018, on obtienne ce droit-là. D'accord ? Et puis il y a plein d'événements qui peuvent se passer aussi. Il y a un petit virus qui est arrivé en 2020 qui, mine de rien, a chamboulé la sphère diplomatique internationale. 7 juillet 2017, après 5-6 semaines de négociations, encore une fois, aucun État qui ne possède des armes nucléaires n'est venu s'asseoir pour écouter. Le seul qui est venu, c'est un État qui participe à la politique de dissuasion nucléaire à travers l'OTAN, c'est les Pays-Bas, parce que la pression civile a fait pression sur les parlementaires pour obliger la diplomatie des Pays-Bas à venir être présente. Ils ont défendu une position qui était, nous on pense que l'arme nucléaire c'est un sentiment de sécurité, donc ils ont défendu leur posture, mais au moins ils étaient présents, et ce qui dans une sphère de multilatéralisme semble le minimum. Juillet 2017, donc ce traité est adopté avec ses différents cadres, les interdictions, la mise en œuvre du désarmement, la question humanitaire, la question du droit à la réparation, à l'assistance aux victimes, un point notamment qui a été mis en avant par l'Algérie, c'est la première fois dans un traité où on mentionne directement que des États sont responsables des problématiques nucléaires militaires dans différents États, qui a été soutenu par tout un tas d'États, comme je l'ai énoncé, qui ont subi ces explosions d'armes nucléaires, il faut le comprendre, a permis l'adoption de ce traité. Et le matin de ce juillet 2017, rien ne nous garantissait qu'on allait obtenir cet accord. On s'en doutait, ça fait partie du job de plaidoyer qu'on a réalisé. Moi, j'ai travaillé avec un certain nombre d'États africains pour leur expliquer des points, pour pousser certains points que notre campagne voulait. Par exemple, la question du genre. C'est la première fois dans un traité sur les armes de destruction massive qu'elle est mise en avant. On sait que les jeunes femmes, les jeunes filles sont beaucoup plus affectées par les armes nucléaires que nous, les garçons et les hommes. Alors, sur le plan, d'abord parce que les jeunes femmes et les jeunes filles peuvent décider d'avoir un enfant. Et donc, si jamais elles subissent la radioactivité, peut-être qu'elles vont faire des fausses couches. Peut-être que cet enfant aura des problématiques dans sa vie ou va être mort-né, par exemple. On sait aussi, au regard de l'expérience, que ces personnes ont été discriminées de manière écrasante. Et donc, c'est un aspect particulier. Donc, voilà, par exemple, cet aspect du genre, ça a été quelque chose qu'on a poussé. Et j'ai travaillé avec des États africains et certains, la veille, m'ont dit pas de souci, on sera là, parce que le job, c'est aussi qu'ils soient bien présents pour voter oui dans ce traité. Il y avait à peu près 140 États qui étaient présents lors du jour du vote, qui est vers 10h, 10h15 du matin, ce vendredi-là. 122 États seulement se sont exprimés. Un État s'est exprimé en abstention et un État s'est exprimé contre, les Pays-Bas. L'abstention, c'est Singapour. Et donc, on a une quinzaine d'États qui étaient là, mais qui ne se sont pas exprimés. Certains États africains qui étaient là, je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit simplement parce qu'on a une pression de l'État français qui a fait pression sur notre diplomatie, sur notre capitale, pour qu'on ne vote pas en faveur de ce traité. Donc ça, c'est la réalité aussi, et la France a fait pression.
tout comme la Russie, tout comme les États-Unis ou les Britanniques ont fait pression sur un certain nombre d'États pour essayer de couper ou de diminuer le nombre de votes. Bien évidemment, plus le nombre de votes est important, plus c'est facile pour aussi créer cette norme. Le traité est juillet 2017. Septembre 2020, il est ouvert à la signature. 50 ratifications plus tard, il entre en vigueur le 21 janvier 2022. C'est donc un traité qui est exactement, on peut l'applaudir, l'année prochaine, c'est ses 5 ans. C'est un anniversaire de son entrée en vigueur. Donc c'est un traité qui est encore jeune, il n'a que 5 ans. Il n'a que, c'est vrai, 74 États qui l'ont ratifié, mais on a de nombreux États, une vingtaine, 25 exactement, qui ont engagé un processus de ratification et dont on espère un certain nombre vont l'avoir ratifié l'année prochaine. Voilà à peu près rapidement ce processus de juillet 2017. Et si vous voulez, je crois que c'est la seule fois, où j'ai publié un texte véritablement personnel. Alors j'ai un blog, mais que je n'utilise plus du tout parce que je n'ai pas le temps, qui est sur Alternative Internationale ou Alternative Économique. Et si vous tapez mon nom et juillet 2017, vous trouverez une vision, une expression de cette journée que j'ai vécue. Voilà. Bonsoir, Monsieur Collin, et merci beaucoup pour votre intervention qui était particulièrement édifiante. Donc, je suis Sarah Arlof, élève en Master 1 Géopolitique et Relations internationales, et j'ai 2 questions pour vous. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre un peu cette question de la à contre-pied en imaginant une sanctuarisation internationale sur le long terme avec le développement de modèles donc de boucliers anti-missiles nucléaires sur le très long terme, j'imagine. Et est-ce que vous pensez que ce serait une solution possible pour décourager les États détenteurs de l'arme nucléaire d'imaginer et de développer de nouvelles armes, donc une prolifération qualitative en l'occurrence? Et deuxièmement, quid de la prolifération chez les groupes terroristes, notamment par rapport à l'Iran qui donc pourrait développer prochainement un programme efficient et qui a des liens avec des organisations et des groupes armés terroristes du type Hezbollah, Hamas, Houthi, Yéménite, etc. et qui pourrait éventuellement leur apporter un transfert de connaissances qui leur permettrait d'aboutir au développement d'armes nucléaires propres. Est-ce que, en l'occurrence, il y a donc un vrai risque qui se pose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des possibilités de contrer ce développement? Voilà, je vous remercie. Merci. Si j'ai bien compris, sanctuariser, c'est-à-dire figer un peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui, parce que des États vont se doter notamment de boucliers antimissiles qui vont être capables de détruire tout ce qui viendrait dans leur espace aérien. Bon, c'est pas possible. Il faut être clair et net. Aujourd'hui et demain, personne, même avec un bouclier anti-missile qui sera beaucoup plus performant que ce qui peut exister, n'aura la capacité de pouvoir éliminer toutes les armes nucléaires qui vont être envoyées sur un territoire qui est censé être protégé. Il faut bien comprendre qu'un missile nucléaire ne transporte pas une seule ogive nucléaire, mais transporte un ensemble d'ogives nucléaires. Alors pour la France, c'est normalement 6, mais il y a un certain nombre aujourd'hui d'indications qui laissent à penser que ça pourrait aller jusqu'à 10. Aux États-Unis, ça dépasse les 10 à 12, et également en Russie, par exemple. Donc quand le missile arrive à destination, ou en tout cas à proximité de sa phase de retombée, la coiffe s'ouvre et un ensemble d'ogives partent qui vont aller à différents endroits. Vous avez des ogives qui sont factices, des leurres, et puis d'autres qui sont bien réelles. Donc c'est juste impossible de penser qu'un bouclier antimissile puisse pleinement détruire l'ensemble de ses capacités. Une seule arme nucléaire viendrait créer des conséquences catastrophiques. Je vous renvoie, et si vous possédez cette plateforme, à Netflix, à regarder The House of Dynamite, la maison de dynamite, qui est d'ailleurs, et donc c'est bien à lire, tiré du livre de Annie Jacobson. J'ai perdu le titre à l'instant T, mais qui a été traduit en version française, qui montre bien à la fois cette incapacité à détruire et en même temps qui montre bien qu'on a très très peu de temps. Et ça, c'est une vraie problématique. Le temps est normalement un élément clé pour décider. Et là, justement, la pression crée cette absence de décision. Donc voilà, c'est vraiment une chimère de croire à ceci. Ça ne pourra qu'augmenter le nombre de systèmes nucléaires militaires pour tenter de contrer potentiellement ces systèmes antibalistiques. La question terroriste, ce n'est pas une question à prendre à la légère. Il peut toujours y avoir une action terroriste qui va non pas utiliser des armes nucléaires, mais comme vous l'avez mentionné, des bombes sales.
La bombe sale, c'est l'ajout, l'addition entre des matières nucléaires radioactives que vous pouvez trouver dans un cabinet de radiologie, par exemple, avec des explosifs conventionnels, et qui va créer une radioactivité importante qui n'aura pas du tout les mêmes effets qu'une arme nucléaire, qui va provoquer un effet de pollution radioactive sur une zone, sur une rue, sur un quartier, selon la capacité de destruction de cette bombe, qui va être, là pour le coup, une arme de communication massive, qui va permettre de mettre en avant ce que fait un groupe terroriste, et quand même sa volonté de créer la peur, un groupe terroriste. Aujourd'hui, on a un seul cas, je ne me rappelle plus la date exacte, 92-95, un groupe tchétchène qui avait placé une bombe sale dans un parc à proximité de Moscou, mais qui ne l'a pas fait exploser, qui a appelé les autorités russes pour indiquer qu'ils avaient mis en place cette bombe sale. Donc c'est le seul cas recensé, ce qui montre bien que finalement une arme qui apparaît pas si compliquée, on va mettre plein de guillemets, en réalité l'est. Apparemment c'est plus simple de voler ou de s'emparer de 3 Boeing et de les faire exploser sur les tours jumelles. D'accord. Donc, ce n'est pas un risque à prendre à la légère. Vous avez des acteurs, Interpol, Europol, l'AIEA, nos services de renseignement, aujourd'hui, travaillent, font en sorte, s'assurent qu'aucun groupe terroriste ne possède ou ne puisse disposer, renforcer les garde-fous autour des sites où il peut y avoir des sources radiologiques. Donc, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est quand même pas le premier des dangers. Alors bonsoir, je m'appelle Andrea Chinte, je suis actuellement en première année en licence sciences sociales. Et aujourd'hui ma question c'est peut-être aussi une question indirecte vis-à-vis de la question de ma camarade, c'est quel serait le contrepoids aux armes de destruction massive, puisqu'on a abordé plutôt une vision assez optimiste, où justement il y aurait un consensus entre nations pour le désarmement nucléaire. Cependant, si aujourd'hui il y a encore des États qui demandent justement, entre guillemets, une protection nucléaire, c'est qu'il y a une nécessité à se protéger, et donc comment ils pourraient se protéger sans une arme qui pourrait contrer justement le pouvoir. Ok, si je pars de votre point de vue, ça veut dire que vous considérez que les armes nucléaires ont une utilité. Or, nous, notre campagne, comme le CICR, comme les États qui sont membres du TUAN, considèrent que ces armes n'ont pas d'utilité. Que ces armes n'assurent pas la paix, au contraire, engagent un danger avec ce que j'ai pu expliquer. Donc, au sens large, on ne va pas proposer un système d'armes qui va permettre de remplacer les armes nucléaires. D'accord ? Il faut bien comprendre que l'ensemble la question des armes nucléaires a été fondée quand même sur un mythe et sur un ensemble de dogmes. Le mythe premier, c'est celui de dire, grâce à la bombe, finalement, que le Japon a décidé de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale d'une manière globale, et donc dans le Pacifique. On sait quand même aujourd'hui, de nombreux auteurs d'histoire ont pu le montrer. Je vous conseille de lire le livre de Ward Wilson, Les 5 mythes sur l'arme nucléaire. Il est même en accès libre sur le site du GRIP, c'est moi qui l'ai en partie traduit notamment, montre bien que si l'arme a évidemment contribué, on ne va pas dire qu'elle n'a pas eu de rôle, pour les Japonais, en 1945, ce n'était pas plus finalement qu'une des 65 ou 67 autres villes qui avaient été complètement détruites depuis quelques mois. Le raid massif qu'il y a eu sur Tokyo en avril 1945 a fait plus de 110 000 morts. Hiroshima, c'est 80 000 morts à peu près à l'instant T. Donc finalement, en termes de nombre, en termes de destruction, c'est à peu près pareil. Ce qui a poussé vraiment les Japonais, en fait, c'est l'arrivée, l'officialisation de la possibilité que l'Union soviétique entre en guerre et déclare la guerre et puisse finalement envahir une partie des îles japonaises. Ça a été l'élément clé qui a décidé l'empereur et ses généraux à mettre un terme à la guerre, ce qui a aussi permis finalement au Japon de dire que, vous voyez, on a perdu la guerre parce que nos adversaires avaient une arme extraordinaire et notre honneur est sauf. Devant une arme extraordinaire, on ne pouvait gagner, et ça a permis de conserver la notion, toute la dynastie avec l'empereur. Donc, on considère qu'il n'y a pas d'utilité. Et comme on l'indique, l'objectif, c'est un objectif à long terme. Encore une fois, personne ne pense que demain matin, dans 6 mois, ou même dans 10 ans, soyons très honnêtes, on soit vers un monde sans armes nucléaires, un monde pacifié. Donc ça nécessite beaucoup plus de diplomatie,
La diplomatie, ça marche et ça fonctionne, à condition de lui donner les moyens et le temps. Entre 2002 et 2015, la diplomatie a été mise en œuvre à travers le monde pour mettre un terme à la possibilité que l'Iran possède un arsenal nucléaire. Donald a tout mis en l'air en décidant de se retirer des accords de Vienne en 2017-2018, et ce qui a recréé un processus de pression et ce qui nous donne à nouveau cette situation où on a un Iran qui potentiellement a un savoir-faire, n'a pas d'armes nucléaires, mais il y a un risque. Donc l'objectif, il est vraiment là, de changer de vision de la sécurité, de partir sur une vision de sécurité plus humaine, comme le veut la Charte des Nations Unies, de régler les différends de façon pacifique, de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours, pour prendre une expression qui est un peu à la mode depuis quelques années. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter d'être des herbivores et qu'il y a des carnivores qui vont nous manger. Non, il y a des États, parmi les États du Tian, qui ont des forces armées puissantes. L'Indonésie vient d'acheter des Rafales, par exemple. Le Brésil va se doter d'une force de sous-marins nucléaires d'attaque. Donc c'est simplement propulsé par des moteurs nucléaires, des centrales, mais va être équipé d'armements conventionnels importants. Donc il y a cette vision que le monde n'est pas fait simplement d'acteurs bisounours, pour prendre aussi une autre expression à la mode ou un peu ancienne. Donc c'est vers ça qu'on doit tendre. Bonsoir Monsieur Collin, merci pour la présentation, c'était vraiment très dense. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous représenter l'ICAN, c'est-à-dire quels sont les moyens utilisés pour interpeller les États et mobiliser la société civile, la population? Et vous rappeliez que en 2026, donc le traité va être rediscuté, il pourrait être remis en cause. Quelles sont des actions qui sont imaginées, vues de France, où sera aussi l'année des 20 ans d'arrêt des explosions nucléaires aux antipodes. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci, monsieur. Merci. Alors notre campagne, elle est née en 2007. Ce n'est pas la première campagne sur le désarmement nucléaire. Il y en a d'autres aujourd'hui. Il y en a une qui vivote, mais qui est un peu plus vivante aux États-Unis. Elle était présente en Europe, mais elle s'est totalement retirée. C'est la campagne Global Zero, qui est née à partir notamment des discours de Barack Obama. Notre campagne, elle est née en 2007. Elle s'est réfléchie entre 2005 et 2007. Elle a été pensée en Australie et elle a été pensée principalement par des médecins, et notamment une autre organisation qui s'appelle l'Organisation des médecins pour la prévention pour la guerre nucléaire. Cette organisation a reçu le prix Nobel de la paix en 1985 parce qu'elle a théorisé, elle a expliqué ce concept d'hiver nucléaire hyper rapidement en cas de guerre nucléaire massive ou pas si massive que ça, simplement entre l'Inde et le Pakistan. La suie, les retombées, les poussières qui résulteraient de cette guerre, qui iraient dans l'atmosphère, c'est un mot compliqué à dire, rendrait le ciel noir, pardon, voilà, après 2 heures de parole, on en perd un peu ces mots, et donc empêcherait finalement les rayons du soleil de parvenir sur notre atmosphère, avec toutes les problématiques sur l'agriculture qui en reviendraient, baisse des températures, famine mondiale, pour dire très rapidement. Et ces médecins ont dit, en 2005, il y a toujours des armes nucléaires, alors qu'on a eu le prix Nobel de la paix il y a 20 ans, qu'on a fait un certain nombre de trucs. Où est-ce qu'on a péché? Où est-ce qu'on a manqué? Et en fait, jusqu'à cette période, jamais, même si dans les différentes campagnes qui ont existé, ils en parlaient, jamais la centralité de l'action, ça a été de dire qu'est-ce qui se passe quand ces armes sont utilisées. Parce que finalement, elles ne sont jamais utilisées, et tant mieux, mais elles sont toujours menacées d'être utilisées. Elles sont dans des bunkers, elles sont dans des avions, dans des sous-marins. Mais qu'est-ce qui se passe si elles sont utilisées? Est-ce qu'on a des moyens ou pas d'agir? Et c'est donc cette centralité-là, c'est notre fil directeur, vraiment dans notre campagne, les conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires. On est en 2007, on participe aux conférences du TNP, traité de non-prolifération nucléaire, et on arrive, et c'est vraiment l'Autriche, mais c'est vraiment le CICR qui pousse à cette idée de conséquences humanitaires à le mettre dans un texte du TNP en 2010, et de là, on va vraiment créer, aider, sachant que notre campagne, elle travaille avec des témoignages. Donc on regarde ce qui s'est passé, témoignages des Hibakusha, les survivants de l'arme atomique. C'est aussi pour ça qu'en 2017, quand on a l'honneur de recevoir le prix Nobel de la paix, et avec toute l'émotion que ça peut susciter,
quand notre directrice de l'époque, Béatrice Fine, le reçoit physiquement dans la salle, eh bien, on le partage avec Tsetsuko Torlo, qui était en 1945 une enfant de 13 ans qui a échappé à l'arme nucléaire, qui a vu l'ensemble de ses camarades, 300 personnes, être évaporées en un instant. Donc on travaille avec ces personnes pour comprendre la réalité des armes nucléaires et transmettre ces témoignages. En France, on a transmis, et à raison, les témoignages de la Grande Guerre, ces soldats, pour comprendre, pour plus jamais ça, ou en tout cas éviter de, eh bien on fait exactement la même chose. Donc on est présent dans 110 pays, c'est une campagne d'associations. En France, on a une 50aine d'organisations qui sont membres de la campagne ICAN France, donc que je dirige depuis 2023. On a des organisations comme la LDH, par exemple, comme ATTAC, comme Greenpeace, le Mouvement de la Paix, l'Observatoire des armements, des organisations pacifistes extrêmement locales, certaines beaucoup plus actives que d'autres, mais qui font des actions locales, on va dire, et qui relaient nos actions de plaidoyer. Et en termes de plaidoyer, c'est ce que je fais à chaque instant, puisque comme Sylvie vous l'a dit, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, mais j'avais 26 ans, je crois à peu près. Et donc je travaille, je vis, et parfois malheureusement je rêve ou je cauchemarde, bombes nucléaires. Mes actions de plaidoyer se tournent vers les villes, on leur fait signer cet appel des villes, vers les parlementaires, on leur fait signer cet engagement parlementaire pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Les grandes nouvelles, je vous la donne, on ne l'a pas encore dévoilé objectivement. On avait une trentaine de parlementaires jusqu'à présent qui avaient signé cet engagement. Eh bien, aujourd'hui, on est à 68, puisqu'on a l'ensemble du groupe parlementaire du parti politique de l'Assemblée de Polynésie française, le Tavini, qui ont décidé de signer cet engagement. Et c'est important, puisqu'en plus, ils ont décidé, et c'est là où je fais le lien avec 2025, je vais le faire après. Donc voilà, on a ce groupe-là. J'ai des relations directes avec la diplomatie française, où on essaye de leur expliquer, de les mettre en défaut par rapport à ce qu'ils portent et de savoir pourquoi ils ne votent pas ou telle résolution, en leur indiquant qu'ils ont parfois un double jeu, un double discours qui est dangereux par moment. On fait des tribunes, par exemple, on demande aujourd'hui... Alors encore une fois, dans notre objectif final qui est que la France ratifie ce traité, il y a des étapes. L'une des étapes serait que la France participe comme État observateur. État observateur, ça veut dire vous rentrez dans la salle, vous vous asseyez, vous écoutez, vous parlez pas, vous pouvez dire que vous n'aimez pas le traité, vous pouvez le dire. Jusqu'à présent, la France refuse de faire ça aux Nations Unies, donc on leur demande à minima d'être présents, de se différencier un peu de la Russie ou de la Corée du Nord, et tout simplement des autres puissances nucléaires. Donc j'ai écrit, proposé et fait signer ces tribunes par presque une 70 parlementaires sur ces dernières années. Donc voilà le travail qui est réalisé à travers, pour moi en France, et mes collègues font à peu près la même chose à travers le monde. Cette année, c'était les 80 ans d'Hiroshima-Nagasaki, de se rappeler. L'année prochaine, c'est une année juridique nucléaire militaire. Il y a 2 grandes conférences d'examen, celle du TNP que j'ai expliquée, où je serai présent, où on sera présent, parce que le TNP est un pilier clé et important, évidemment. Je rencontre dans 10 jours la représentante en charge des questions de désarmement en France. On a une ambassadrice qui fait ce job, qui est basée à Genève, pour parler de ça notamment. Et la 2e conférence d'examen, la première du TIAN, qui aura lieu en novembre. Dans les 2 cas, l'objectif, c'est faire le bilan de ce qui s'est passé, voir où on peut aller et avancer sur les différents piliers. Donc voilà où on sera présent et où on va pousser pour qu'il y ait le meilleur des succès. L'objectif notamment du TIAN en novembre 2025, donc à chaque fois c'est au siège des Nations Unies à New York. L'objectif du TIAN notamment, c'est de mettre en place officiellement un fonds de dotation pour aller aider les populations victimes des armes nucléaires et permettre d'engager des programmes de réhabilitation des différentes zones. Donc un fonds qui serait amendé par les États membres du TIAN, peut-être par des États qui ne sont pas membres du TIAN, parce que les Allemands par exemple, mais sous gestion des Nations Unies. Donc tous les documents que je vous ai expliqués, tout ce que je vous ai expliqué est sur le site internet de ICAN France, dans le job par exemple.
c'est aussi de communiquer d'une manière un peu différente et de transformer mes mots en bande dessinée, par exemple. Donc là, j'avais pris, ces 3 dernières années, un jeune lyonnais, un jeune artiste lyonnais qui a fait des bandes dessinées sur les différentes problématiques nucléaires militaires que vous retrouvez tant sur Instagram, Instagrammez-nous, s'il vous plaît, que sur le site Internet. Bonsoir, merci pour cette intervention très intéressante. Je m'appelle Camille Forger, je suis en licence ici en 3e année en droit public et sciences politiques. Donc ma question concernait en fait l'enjeu de puissance. Donc pensez-vous qu'il sera un jour possible que les États détenteurs d'armes nucléaires acceptent de se défaire de leur arsenal au risque de perdre une part de leur puissance dans l'intérêt de la sécurité et de la protection des peuples? Et si une telle désescalade nucléaire était possible, ne pourrait-elle pas simplement pousser ces grandes puissances à exercer leur influence par d'autres moyens, avec notamment l'arrivée de nouvelles technologies qui pourraient à nouveau entraver la paix internationale? Et je laisse... Et du coup, double question, désolé, si vous voulez partir, allez-y. Hein. Donc moi je suis Mexan, étudiant en solidarité et transition durable en master à l'ICP. Et il y a un film super qui s'appelle Touch, donc islandais et japonais, sur justement les questions de féminisme liées au bombardement nucléaire à Nagasaki et Hiroshima, qui est pas mal, voilà. Et ma première question, c'était est-ce que vous êtes allé au salon Milipol de l'armement, et est-ce que vous avez des retours à nous faire marquants, vu que c'est difficile d'avoir accès à des données via les médias? Et enfin, dernière question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des enjeux en fait autour de l'extractivisme des ressources, donc des matières premières du nucléaire, donc les éléments radioactifs, qui ont des conséquences dramatiques sociales et environnementales? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-dessus pour aussi lutter contre le réarmement nucléaire et la modernisation nucléaire? Voilà, merci. Puissance. Tout dépend de ce que vous considérez être un élément de puissance. Est-ce que c'est le fait d'avoir, je n'ai pas le chiffre, mais j'imagine c'est plus d'1 million de soldats en Chine et d'être puissant? En France, ça doit être 250, 260 à tout casser, il me semble. Est-ce que c'est le fait d'être puissant, de disposer d'une base économique forte, hein? L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis sont des États puissants. Hein? On le voit bien lorsqu'ils arrivent en France ou dans d'autres pays, on déroule le tapis rouge parce qu'on pense qu'ils sont puissants. Ou est-ce que c'est le fait, effectivement, de posséder l'arme nucléaire? Alors, pour la France et les autres, c'est un élément de prestige, effectivement. Pour certains, même, c'est le dernier truc, en fait, qui fait que la France serait une puissance. En 1945, on a perdu un ensemble, en 1945-1960, un ensemble de territoires. Hein. Donc on est un petit territoire, finalement, on n'est pas très, très grand. On a une petite population, on a une petite force armée, mais on a la bombe. Donc c'est le truc qui nous ferait qu'on serait une puissance. Donc voilà, ça dépend véritablement de ce que l'on met derrière ça. Pour les Autrichiens, c'est évidemment pas un caractère de puissance, au contraire, c'est quelque chose de dangereux. Et d'ailleurs, cette puissance, ça fait de nous une cible, d'accord? Parce qu'on a ça, les Chinois et les Russes nous visent prioritairement. C'est aussi ça qu'il faut être important. Donc je pense qu'on peut rechercher cette notion de puissance à travers d'autres choses, d'autres éléments. Il est évident, et là ça rebondit directement avec le titre, que l'absence d'armes nucléaires participera à la paix, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre sur notre petite planète bleue. Il y aura probablement toujours des guerres. L'objectif, et c'est ça qu'il faut entendre, avec l'absence, l'élimination, l'interdiction des armes nucléaires, c'est que finalement on puisse faire des guerres ou reconstruire après des guerres, alors qu'après l'emploi d'armes nucléaires, on ne pourra plus rien reconstruire. On sait, comme je l'ai exprimé, que c'est un élément crucial aujourd'hui, depuis 1945, de ce système international de pression, de sentiment d'insécurité, de course aux armements conventionnels et non conventionnels. Donc c'est cet élément-là qui crée ce mal-être. Et donc, ce n'est pas un sentiment de puissance. Hein. Et je rebondis encore une fois. Aujourd'hui, on s'aperçoit... On demande à des experts ukrainiens de nous expliquer comment on utilise des drones pour pouvoir faire la guerre à l'une des premières puissances mondiales. On s'aperçoit qu'un drone à 600 euros, eh bien, peut permettre, si on l'utilise avec plusieurs milliers d'exemplaires, peut permettre de convaincre ou de gagner ces éléments. Milipol, c'est un salon de la sécurité intérieure, donc c'est pas trop mon truc à moi, à part si je veux savoir comment les forces de gendarmerie en charge de la question nucléaire peut-être protègent les armes nucléaires. Je laisse ça à d'autres. Donc j'y suis pas allé. Mon travail, il est basé sur des sources ouvertes, d'accord ?
et les sources ouvertes sont parfois un peu grises parce qu'elles sont un peu compliquées et longues à lire. Lorsque je fais un rapport sur les déchets nucléaires militaires français et que vous devez lire la dizaine de rapports de l'ANDRA qui chacun font à peu près 400 pages, c'est pas marrant, c'est compliqué, ça prend du temps et ça, je peux dire, c'est une sorte de source grise parce qu'en plus c'est sur Internet, c'est pas facile à pouvoir manier, mais mon job il est basé sur des sources ouvertes et j'ai largement assez de données en sources ouvertes pour pouvoir utiliser ces informations et poser des questionnements. Donc ça c'est un point important. Sur la question de l'extractivisme, aujourd'hui, donc pour faire des armes nucléaires, il faut des matières fissiles, de l'uranium et du plutonium, de l'uranium enrichi à un taux militaire. La France dispose, alors vous m'excuserez, je ne sais plus tout à fait le chiffre, je crois que c'est à peu près 30 tonnes d'uranium enrichi et 5 tonnes de plutonium, à peu près quelque chose comme ça. Donc c'est des sources non officielles, calculées par un institut indépendant aux États-Unis qui s'appelle l'IPFM, mais qui est vraiment, enfin les chiffres apparaissent vraiment fiables. Donc de quoi construire plusieurs milliers d'armes nucléaires. Pour autant, eh bien, par exemple, pour faire fonctionner ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou ces sous-marins nucléaires d'attaque qui participent donc aux forces de dissuasion, donc c'est des sous-marins avec des propulsions nucléaires, donc une centrale nucléaire, il faut de l'uranium qui vient d'États où on extrait cet uranium. Alors avant c'était le Niger, aujourd'hui c'est le Kazakhstan, un peu plus avec le Canada. Donc ça peut être une interrogation, d'autant plus que cette année, expérimentalement, et à partir de l'année prochaine, ce sera lancé pleinement, la centrale nucléaire de Civaux, donc une centrale nucléaire civile, participe à la force de dissuasion puisqu'elle crée ce qu'on appelle un gaz, du tritium, qui participe à la création de la bombe thermonucléaire, la bombe H, celle qui est la plus petite, enfin petite en taille, mais la plus puissante, celle qui équipe nos armes nucléaires. Donc cette centrale fabrique du tritium, là aussi à la base avec de l'uranium qui vient de différents États. Voilà, donc ça peut être des questions, sachant qu'évidemment, ces armes aussi recèlent d'un certain nombre de métaux un peu précieux, de terres rares, là aussi, qui peuvent interroger sur cette question d'extractivisme. Oui, bonjour, bonsoir. Eleonora Gentilucci, maîtresse de conférence ici, et je travaille sur les dépenses militaires et les dépenses pour l'État social. Et du coup, ma question, c'était en fait... Même en économie de la défense, la théorie de la dissuasion et donc de la course aux armements est devenue de plus en plus marginale. Par conséquent, la question est plutôt simple. Est-ce que vous avez nommé les militaires dans votre présentation ? Mais moi, j'avais une question sur les complexes militaires industriels français, ou système militaire industriel français, et la théorie de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, de quelle manière, ici, pour vous, ces complexes militaires industriels français affectent cette théorie? Donc, ça peut être à travers différentes manières, mais voilà. Et lié à ça, éventuellement, pourquoi les budgets, qui est très contraignant apparemment à ce moment en France, ne s'appliquent pas à la question de défense? C'est un point important, la question des industriels, de leur poids, de leur pouvoir dans la fin ou dans la poursuite de l'utilisation de cette théorie de dissuasion nucléaire comme stratégie de défense. Ils sont très très souvent auditionnés au Parlement, en commission de la défense, en commission des affaires étrangères. Là a été voté avec des guillemets le budget, puisqu'il n'est pas voté, mais en tout cas a été décidé en tout cas une part pour l'année prochaine. Ils ont été auditionnés. Alors je ne demanderai pas à être présent chaque semaine, bien évidemment. Ce ne serait pas marrant, mais pour vous faire un parallèle, je n'ai été auditionné que 2 fois en commission de la défense, une fois en 2014, une fois en 2022. La deuxième fois en 2022, c'était comment on appelle ça, à huis clos. Et ce sont les 2 seules fois où la commission de la défense, depuis 1960, faisait des auditions spécifiquement sur la dissuasion nucléaire. Donc vous voyez, le débat il n'a pas été très très large quand même, c'est important de le noter. Donc ces acteurs industriels, évidemment, pour eux, ont un intérêt à ce que la France continue de disposer d'armes nucléaires. Premièrement, parce que la France ne va évidemment pas acheter un avion ou un sous-marin à une puissance étrangère.
elle va évidemment demander à ces industriels pour avoir une indépendance scientifique et technique à ce niveau-là. Donc, pour les industriels, c'est une ressource permanente. Ils savent en gros, et ça fait partie des calendriers industriels qui étaient au début des années 2000, ils savent en gros que tous les 20 ans, un processus de renouvellement va être mis en cause. Et là, pour DCNS, ceux qui produisent les sous-marins, eh bien, on est en plein dedans. Ils ont une charge de travail qui est ouverte jusqu'en 2045 entre la production de sous-marins nucléaires d'attaque, de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et du futur porte-avions à propulsion nucléaire également. Ça, c'est une réalité. C'est aussi un soutien direct à la conception, à l'ingénierie au niveau de la production de centrales nucléaires, et notamment de petites centrales nucléaires, puisque pour le coup, c'est quand même technologiquement parlant quelque chose d'assez incroyable de mettre dans ce type d'appareil, un sous-marin, une centrale nucléaire, et en plus de faire décoller ou de faire partir des fusées presque de la taille d'Ariane 4 ou 5. Et donc cette capacité-là, scientifique, a aussi des rebonds sur l'industrie nucléaire civile. Aujourd'hui, on vous parle notamment de petits réacteurs, des Small Modular Reactors, et ça a un lien direct avec la production de centrales nucléaires pour des systèmes d'armes. Donc c'est évidemment une retombée financière importante, et ces retombées financières, ce génie industriel qui est consacré à ces systèmes d'armes, ça leur permet aussi de produire d'autres systèmes qui n'ont pas vocation à des fins militaires nucléaires, à des fins militaires conventionnelles, qu'ils vont pouvoir aussi vendre avec des technologies qu'ils auront acquis sur un plan nucléaire militaire à différents États. Si on vend aujourd'hui un sous-marin au Brésil qui va être à propulsion nucléaire, c'est parce qu'on a conçu des sous-marins en France, et donc ça fait gagner de l'argent finalement à ces entreprises. Donc ces entreprises sont évidemment là leaders pour que soit perpétué ce système d'armes nucléaires. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Un grand merci, Jean-Marie. Je crois que là, le contrat est d'achever cette conférence à 20h. Donc, on va essayer de respecter avec quelques minutes de retard. Vraiment chaleureux merci pour votre intervention, pour les réponses. Merci aussi à vous qui avez eu la patience de rester avec nous jusque-là. Et je rappelle donc notre prochaine conférence, le 3 février, le professeur Frédéric Ramel qui viendra intervenir et nous faire réfléchir sur la bienveillance dans les relations internationales. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.